On ne traite pas avec les mêmes personnes. Quand on traite avec quelqu'un qui ouvre un club de fitness et quelqu'un qui ouvre une box de crossfit, c'est pas du tout le même profil, c'est pas du tout les mêmes discussions. Si tu mets la priorité sur le sol comme elle se doit, pour moi, tu dois y mettre 20% de l'investissement. Oui, donc c'est énorme. C'est énorme. Un bon rig, tu peux être dans les 6 000 €, tu peux monter jusqu'à 10 000 €. Pour à peu près 40 000 € hors taxe, sans la partie ergo. C'est une surface d'à peu près combien, ça ? 150-200 mètres carrés. Moi, je leur dis, je te le souhaite, d'avoir des cours remplis à 14 personnes. C'est ça. Mais au début, ça sera pas le cas. Quoi, t'as pas de problème d'argent, ne t'inquiète pas, je vais trouver ton argent où il faut le mettre. Mais en tout cas, je vais pas te faire acheter des trucs inutilement, ça c'est sûr et certain. La coquine. Du coup, Manon, merci de venir aujourd'hui partager ton expertise. Juste avant de te laisser te présenter, la trame qu'on a imaginée aujourd'hui, commencer par comprendre qui tu es dans les grandes lignes, savoir un petit peu comment t'en es arrivé là professionnellement. Et ensuite, 2 grandes catégories. D'abord, une partie, reprendre un petit peu les bases, les gammes de matériel, les catégories de matériel, un petit peu tout ça, comment c'est fabriqué, comment ça fonctionne de ce point de vue-là. Évidemment, il y en a qui auront déjà ces infos-là dans ceux qui écoutent parce qu'ils ont déjà une salle, mais ça permet de reprendre de zéro. Et aussi, moi je connais rien là-dedans, réellement, donc ça me permettra aussi d'être un peu plus pertinent sur la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est de rentrer dans le concret. Donc avec des exemples, comment ça se passe, les mises en situation d'ouverture, toi, ton point de vue, ce que tu conseilles, les délais, les budgets selon les projets, bien faire les distinctions aussi entre les projets, les renouvellements de matériel et tout ça. Voilà, voir un petit peu toutes ces anticipations-là, soit pour des gens qui souhaiteraient ouvrir une structure, qui aient un peu une idée de comment ça se passe de ce point de vue-là, soit aussi d'avoir un autre point de vue pour des gens peut-être qui ont déjà quelque chose, tu vois, mais qui se disent ah ouais, effectivement, on peut changer un petit peu tout ça. Est-ce que ça te va comme programme ? Ça me va, c'est ok. Est-ce que tu te présenterais du coup rapidement pour Bien sûr, savoir. Déjà merci à vous de me recevoir. Donc moi j'ai un parcours un peu atypique, j'ai une formation un peu commerciale. Je bossais chez SFR avant, donc vraiment rien à voir avec le sport, quoi. Et ensuite, j'ai fait une réorientation très tôt. J'ai passé mon BPGEPS au Crêpes de Toulouse. Un peu comme ça, en me disant que j'étais passionnée de sport. J'ai connu... j'étais passionnée de sport depuis un moment, mais j'ai connu le CrossFit en 2012. Donc, dès le début. Quasiment au début. Mais dans une ville comme Castres, donc où il n'y avait pas de salle, et où je m'entraînais avec mon frère, on prenait une barre d'haltéro, des poids, kettle, haltère, on mettait ça dans la voiture, et puis on allait sur les parcours de santé, où tu as les barres de traction, et on courait, voilà, on faisait des trucs, on faisait des courses hybrides, ce qu'on appelle maintenant, quoi. On faisait ça en 2012, et puis voilà, j'ai eu envie de passer mon BPGEPS, d'essayer autre chose. Et au final, c'est vraiment, je pense, pendant ma formation, pendant le Crêpes de Toulouse, que je suis tombée encore plus amoureuse, on va dire, du métier, où j'ai compris que c'était pas juste... Il y a une différence entre être passionné et pratiquer, et entre vraiment aimer les gens, les écouter, les comprendre, les accompagner, et pas que sur du coaching sportif, crossfit, etc. Aussi, désolé, du fitness, des cours collectifs, et toutes les disciplines, en fait, qui accueillent des adhérents et des gens qui veulent pratiquer du sport. Donc j'ai appris à écouter, à avoir de l'empathie, voilà. Et ensuite, je suis partie, dès que j'ai été diplômée, je suis partie sur le Pays Basque. Donc j'ai travaillé un petit peu à Castres et à Toulouse, mais très rapidement, je suis partie sur le Pays Basque. Et j'ai travaillé là-bas entre, on va dire, Anglet, Bayonne et Pau. À l'époque, c'est toujours Volspirit, mais c'était pas Yann qui avait la salle. Ouais. Et donc, je faisais aussi des allers-retours à Pau. Et donc là, tu étais dans des box ou tu faisais des salles de fitness aussi ? Alors, non, j'avais arrêté le fitness. J'ai fait le fitness à Castres. Alors, c'est pas exactement à Castres, c'est Mazamet. Comme tout le monde ne connaît pas, je le dis pas toujours. C'était à Mazamet, où je donnais des cours de RPM, donc tous les cours Les Mills, Step, etc. J'aimais beaucoup, j'ai été formée Les Mills, j'ai été formée Pilates, et j'ai eu un attachement un peu plus particulier pour le RPM, les cours de sprint et le Pilates. Moins pour body attack et tout ça, mais bon voilà, je suis très contente d'avoir tout fait, d'avoir été formée sur tout et d'avoir tout vu, même si j'étais réfractaire à ce moment-là parce que j'étais très jeune. Et aujourd'hui, je vois les clients que j'ai qui ont l'âge que j'avais à ce moment-là.
je me dis, ok, bah, moi aussi, je pensais tout savoir. Et en fait, c'est bien d'avoir vu tout ça, quoi. Même si j'étais réfractaire. Et donc, quand je suis arrivée sur le Pays Basque, c'était uniquement CrossFit et coaching perso. Ok. Voilà, j'étais vraiment que sur ça. Et j'étais fermée au reste. Voilà, j'avais pas du tout l'oreille musicale. Voilà, Ok, ouais. j'avais pas envie de faire l'effort. Et je trouvais qu'il y avait du taf comme ça. Donc voilà, je suis restée comme ça. C'est un boulot qui est quand même assez précaire. Et sur le Pays Basque, il y a beaucoup de concurrence. Enfin, il y a une école. Donc il y a beaucoup de coachs, beaucoup de salles, beaucoup de demandes. Donc j'ai toujours cumulé, j'ai toujours eu une activité à côté, en fait alimentaire avec un contrat de travail. Sur le Pays Basque, j'ai pas fait ça à temps plein, quoi. Ok. J'y arrivais pas. Ouais, ok. Et ensuite, mais par amour, j'ai quitté le Pays Basque. Je suis allée sur Paris, où là j'ai fait clairement que du coaching. Perso. Ouais, que du coaching. Alors que du coaching perso, j'ai travaillé dans plusieurs salles différentes, particulièrement dans le 17. Avant, c'était CrossFit Batignolles, maintenant, c'est Ego 17, je crois. Donc, à l'ouverture de la salle, j'ai démarré avec lui, donc c'était trop cool parce que j'ai rencontré les adhérents qui arrivaient. J'avais un public qui était nouveau parce qu'ils ne connaissaient pas le CrossFit, enfin, ils ne connaissaient pas ou peu le CrossFit. C'était très différent des adhérents que j'avais sur le Pays Basque qui, eux, s'entraînaient dans cette salle depuis toujours, des années et des années. Donc, ils connaissaient un peu plus leur corps, le mouvement, ils savaient comment bouger, déplacer des poids, etc. C'était plus débutant, là. Et là, on était vraiment sur un public beaucoup plus débutant, beaucoup plus novice. Et aussi très différent, parce que Paris, c'est pas du tout le même rythme que le Pays Basque. Donc j'avais des gens qui arrivaient et qui jetaient leur sac, qui étaient là, et beaucoup plus à l'écoute par contre, parce que tu sens que eux, c'est leur créneau, quoi. Oui. C'est leur créneau et c'est très important, voilà. Donc c'est des catégories socio-professionnelles vraiment différentes. Voilà, très différentes. Ils sont méga occupés. T'en as qui sont là à 6h30, t'en as qui repartent de la salle à 22h. Mais en tout cas, quand ils sont là à fond. Et bon, tu sens qu'ils sont à fond tout le reste de la journée, quoi. Mais trop cool de connaître ça aussi. Encore quelque chose de différent. Et j'ai fait 1 an à Paris. J'ai vécu le confinement à Paris. Ça devait être très marrant, ça. Ouais, bon. Ouais, j'imagine bien, ouais. J'ai connu les vidéos, tu sais, où, du coup, avec les adhérents, où tu faisais de la t'envoies les visio, petites programmations et ouais. après tu fais les petites visios dans un appartement, parce que c'est toujours pareil, on est toujours à Paris, donc c'est pas la même chose que les salles qui étaient dans le sud et qui pouvaient faire leur visio, ou au sein de leur propre salle, ou en terrasse ou à l'extérieur. Nous, on était sur la terrasse, donc je demandais à mon mec, je disais, tu te mets là, tu fais ça, mets-moi ça. Donc il m'aidait un peu, il faisait avec moi, donc lui, il a aussi découvert un peu la discipline à ce moment-là. Et voilà, et après, on est parti sur La Rochelle. Ouais. Et où là, tout de suite, j'ai rencontré Thomas, Max, Baptiste, les gens de Rupé la CrossFit. Et j'ai commencé tout de suite à travailler. Je crois qu'au bout de 1 mois ou 2 mois que j'étais là, j'ai commencé à bosser avec eux. Et bon, je suis tombée enceinte très rapidement, donc j'ai pas eu... Pas la chance, mais c'était très cool de bosser avec eux. Et voilà, c'est une super équipe. Je suis toujours chez eux, mais en tant qu'adhérente maintenant. Et ma grossesse a fait que... ma grossesse, avoir un enfant, être avec quelqu'un qui n'est pas toujours là parce qu'il est sportif de haut niveau. Donc je me suis dit, bon, mais je peux plus travailler les soirées, travailler les week-ends. Oui, parce que du coup, l'enfant, il faut quand même s'en occuper, quoi. Il faut qu'il ait un parent à un moment donné. On n'a pas la famille à côté, vu qu'on a beaucoup bougé tous les deux. On a notre famille dans le sud-ouest. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas à lui de faire un choix. Donc, à ce moment-là, en tout cas, j'étais vraiment peinée, mais je me suis dit, bon, j'y reviendrai un jour. Et puis, voilà. Et après, j'ai un peu forcé, on va dire, pour rentrer chez Palini. J'avais vu passer... je voyais que la boîte, elle se dynamisait un peu. Ils commençaient à communiquer un peu. Je voyais que ça changeait un peu. Et ils évoluaient sur la partie CrossFit, sur tout ce qui... Ils commençaient à y rentrer, en fait. Ouais, ils commençaient à y rentrer. C'était assez récent, mais voilà. Boîte française, donc je trouvais ça assez inspirant. Donc au début, j'ai envoyé une première candidature. Ils m'ont dit non, c'est trop tôt, on cherche personne. Et après, j'ai un peu forcé. Il m'a dit, écoute, on essaie et on voit comment ça se passe. Et en fait, voilà, on a grave matché. Au bout d'1 an et demi, je suis passée à la direction commerciale. Et voilà, et ça fait, du coup, je sais pas, ça va faire 5 ans, je crois, que je travaille chez Palini. Ok.
Ok, c'est très complet, c'est tout ce que je C'est m'étais très noté. complet, C'est mais tout ce que je ouais. m'étais noté. Donc, C'est le côté atypique de mon parcours et voilà. c'est parfait. Mais c'est aussi pour ça que ça nous intéressait. C'était un peu le double côté Oui. d'avoir été avant côté coaching. T'as fait un peu de gestion de salle ou jamais? Alors Un petit peu, c'est ce que j'avais cru ouais, voir un petit passer peu à à Paris. Ego. Puis voilà, un peu au niveau des plannings, la programmation de la salle. Ouais, un petit peu. Ouais, ok. Et du coup, bah, la deuxième partie, évidemment, sur la partie matérielle, comment ça fonctionne un peu de ce point de vue-là. Juste, est-ce que tu pourrais... alors juste, oui, je me suis noté ça, un petit disclaimer, on va pas vendre, évidemment, directement la marque tout le long du Non. podcast. C'est pas du tout ce qu'on va faire. L'idée, c'est d'avoir, évidemment, le point de vue... Enfin, ton expertise Ouais, personnelle dans cette boîte-là, évidemment, et puis les gens retiendront c'est le cœur de que notre métier, voilà. honnêtement. Voilà, c'est C'est aussi pour ça. l'expertise des gens au sein de Palini qui font que, voilà, Voilà. c'est clairement Mais ça. c'est aussi pour ça qu'on avait pensé à toi, parce qu'on a déjà échangé il y a un Oui, moment, et c'était beaucoup autour du conseil oui, et pas de la vente. Et pour moi, ça exactement. m'avait marqué, tu vois. Donc je me suis dit, c'est intéressant dans un podcast. Donc on va pas vendre Palini du début à la fin, mais quand même, est-ce que tu pourrais, tu as commencé un peu, mais me redire la marque, comment est-ce qu'elle a évolué du coup Ouais, vers bien le sûr. domaine du CrossFit. Après, on va aussi discuter, pas forcément que de ça, hein. Il y a des choses qui Oui, 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 m'intéressent bien aussi sur sûr. des salles plus fitness, les clubs pro aussi, Oui, tu vois, des choses je vais comme en ça. parler de toute façon, Voilà, évidemment. exactement. C'est pas, oui, oui, Ouais. l'essentiel de nos clients sont pas le CrossFit et les salles privées. Palini, c'est un fabricant d'équipements et de matériel sportif. C'est une boîte qui est assez vieille, enfin, qui est historique plutôt. Ouais. Elle existe depuis 92 ans. Et elle a été montée par, je me rappelle jamais son nom, Palino Grossi ou quelque chose comme ça. C'est du coup le Oui. raccourci de son Ok. nom aujourd'hui, c'est Palini, mais rien à voir avec l'Italie, quoi. Ok. C'est bien une boîte française. Elle a été rachetée en 2008 par Franck Collino, Ok. qui est du coup un ancien entraîneur et préparateur des équipes de France d'haltérophilie. Il a été au jeu plusieurs fois, donc il a eu une belle réputation, il est connu dans le milieu de la préparation physique et de l'entraînement. C'est quelqu'un, voilà, c'est une très belle personne qui a une belle histoire, qui a plein de choses à raconter, donc il a repris la boîte. Et on était vraiment sur des sports de force, donc force athlétique, haltérophilie, ouais, principalement ces deux disciplines-là. Même si on travaillait quand même avec tout un tas de clubs, d'associations qui avaient besoin de machines ou autres, mais vraiment, on est connu, notre histoire, en tout cas, elle s'est fondée sur les sports de force. Grâce à Franck. Ensuite, en 2000, j'ai plus les dates exactes, Jason a racheté, enfin, en tout cas, il s'est associé avec Franck il y a 6 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Et donc, le côté plus jeune qui est arrivé. Ça vient par là, ok. Ouais, Ok. passionné, des nouvelles activités physiques en fait qui arrivaient et en se disant bon mais aujourd'hui il y a aussi le CrossFit, il y a aussi tout ça, on peut se développer, on a vraiment une belle histoire à raconter aujourd'hui. Enfin c'est fou de dire que la boîte elle existe depuis 34 ans, qu'on a toujours Franck qui est là. Enfin voilà, il y a plein de jolies choses à raconter. Comment on peut se servir en tout cas de cette histoire et de cette image pour continuer de construire et de développer tout ce qu'il y a autour avec les nouveautés et puis le moment quoi, avec les évolutions du moment. Le sport c'est on n'aime pas dire oui le CrossFit c'est un effet de mode et tout ça. Je suis d'accord, j'étais la première à dire faut pas dire ça, mais c'est cyclique quand même. Mais c'est cyclique quand même, Ouais. donc je suis désolée pour ceux que je vais froisser, mais il y a un effet de mode partout, en fait, tout le temps dans le sport. À un moment donné, c'était les conventions de step. Je me rappelle à l'époque, j'ai connu Morgane Moreau à ce moment-là, parce qu'il faisait tout plein de conventions de step et tout. Enfin voilà, c'était. Oui. Il réunissait des milliers de personnes, c'était fou quoi. Après, il y a eu les Smills, il y a eu tout un tas de trucs, et puis il y a eu le CrossFit. Donc oui, le CrossFit, par contre, je suis d'accord, ça a amené le sport à beaucoup de sédentaires. Ça a démocratisé un peu le truc de. Il y a une nouvelle méthodologie, tu peux dépasser de la charge, je trouve qu'au contraire, même si aujourd'hui on va dire ah non mais ça fait peur,
Non, si on voit dans son ensemble, je trouve qu'au contraire, ça a sauvé des gens et ça a amené des gens en fait à faire du sport qu'ils ne faisaient pas du tout avant. Alors que passer les portes, tu sais, d'une salle de musculation, c'était plus, c'était plus compliqué. niche, quand même, quand tu prends vraiment du recul sur les 20 dernières années, le CrossFit a ramené ça. Et après, tu as aussi le Pilates, tu as aussi l'Aerox, et on ne peut pas le nier. Il y a cet effet de mode tout le temps dans le sport, des choses qui arrivent, des choses qui partent, des choses qui durent plus longtemps. Je pense que le CrossFit, ça durera toujours. Je pense que l'Aerox, ça durera toujours. Mais à un moment donné, il y a un pic. Et après, ça se calme un petit peu. Voilà, exactement. Et donc, je me suis égarée, mais voilà, nous, on s'est dit, je pense qu'il faut construire le développement de Paligny sur ça, sur notre passion à nous du sport, et comment on peut amener tout ce que nous, on aime dans le sport à la gestion et la création de salles de sport. Voilà. Ok. Du coup, comme je te disais tout à l'heure, je pense que ce qui serait cool, c'est d'essayer de reprendre un peu les bases du point de vue de Paligny, que ce soit sur les catégories qui existent, parce que tu as quand même une tonne de trucs. Ah ouais. Regardez un peu. Beaucoup de références. T'as des choses qui sont méga différentes. Ouais. Et puis, moi j'étais surpris, mais tu as aussi plein de petits trucs auxquels tu penses pas forcément, tu vois, qui sont presque des accessoires. Mais en fait, si tu n'y penses pas, tu les mets, etc. Ouais. Donc ça va du... je sais pas j'ai oublié comment tu appelles ça. Tu sais, quand tu viens mettre le truc au bout de tes poids, là, pour pas que ça bouge. Là. Ouais, des colliers de serrage. Voilà, des colliers de serrage à la machine 8 poulies. Tout à fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as les catégories Alors en gros ? Oui, évidemment. On a des grandes catégories, surtout qu'on a quand même la chance, nous, de traiter avec l'ensemble des clients qui ont... on va dire l'ensemble des secteurs d'activité qui ont un besoin en musculation et en préparation physique. On n'a pas que le CrossFit, on n'a pas que le haut niveau, on travaille avec les collectivités publiques, les universités, les académies, les petites associations des villes, le foot, le basket, le rugby, et donc des salles privées, CrossFit, fitness, les studios de coaching. Enfin, vraiment, c'est très, très étendu. Juste là-dessus, du coup, je vais en profiter, je trouve ça intéressant. C'est quoi un peu la répartition aujourd'hui pour vous de ce que ça représente, genre qu'est-ce qui est... Un chiffre d'affaires ? Oui, dans l'idée, dans l'activité, quoi. Ouais, en activité, c'est sensiblement la même chose. Hein. Je pense que ce qui prend la plus grande part, c'est le haut niveau. Ok. Ça, c'est un peu contre-intuitif, tu vois. Tu te dirais... de l'extérieur, tu vas te dire, mais en fait, il n'y en a pas des masses. Sauf qu'en fait, c'est que c'est très équipé. Si, il y en a, et c'est très équipé. Ouais. Exactement. C'est très équipé, et pas uniquement... Alors, je prends l'exemple du rugby, parce que du coup, c'est un sujet que je maîtrise. On a plusieurs... c'est vrai qu'on a des profils très différents dans l'équipe. Donc, j'ai Mathieu, qui est responsable du Nord, qui lui a un ancien entraîneur de basket. Donc, il est très sur le basket. Donc, lui, tu vois, il fait le podcast avec toi demain, il va te parler du basket. Donc, je prends l'exemple du rugby, parce que du coup, c'est un sujet que je maîtrise. Mais on ne travaille pas que avec les clubs de top 14. On travaille aussi avec la Pro D2, la nationale, et jusqu'en fédéral. Ok, donc en fait, tu en as pas mal. Donc tu en as pas mal. Après, on travaille souvent, quand tu travailles avec la fédérale ou la nationale, tu travailles aussi avec la collectivité. Parce que c'est pas le club... le club n'est pas toujours, le club est pas toujours autonome, il est soutenu par la ville, donc c'est des subtilités à comprendre. Mais du coup, quand tu travailles avec une collectivité, tu travailles aussi avec le haut niveau. Selon si c'est, tu vois, une ville comme Angers qui a et le rugby et le foot à bon niveau, mais tu travailles avec la collectivité aussi, tu travailles pas qu'avec le club. Donc le haut niveau, et nous on appelle ça la performance, parce que dans la performance on va associer aussi les studios des préparateurs physiques. Les studios privés de certains préparateurs physiques, on fait aussi des studios privés pour certains préparateurs physiques qui reçoivent des athlètes de haut niveau. Donc vraiment, la performance, ça prend... je ne veux pas te dire des stats en te disant n'importe quoi, mais je pense que c'est 30-40%. C'est vraiment... c'est une grosse bien partie. 40%, je pense. C'est une grosse partie, et surtout, c'est ce qu'on aime faire. C'est là où on est bon. C'est là où on maîtrise vraiment le sujet, on sait comment s'entraînent les gars. Parce que ça, c'est historique. Ça, vous l'avez depuis un moment ? Oui, par Franck. Oui. Mais Franck était très spécialisé, on va dire, dans les sports de force. Okay. Mais aujourd'hui, nous, la préparation physique
du haut niveau, elle se rapproche des sports de force. Alors attention, c'est fragile, hein, elle se rapproche. C'est pas la même chose parce que tu peux pas faire des max et tout à des joueurs de rugby, c'est pas possible. Mais en tout cas, ça se rapproche. La musculation, voilà. Et donc, nous, par notre expérience personnelle et par l'histoire de Paligny, on sait comment faire des salles, on sait comment les joueurs s'entraînent. On sait comment disposer des racks, si on met des doubles ou pas, en discussion aussi avec le préparateur physique, parce que d'un club à un autre, ils n'ont pas la même méthode. Et donc, après, il y a un tronc commun. Hein. Souvent, c'est des power racks au centre de la pièce, hein, avec des plateaux d'haltéro, une piste synthétique, certaines machines. Voilà. Le tout, c'est de étudier comment la salle est disposée, l'entrée, s'il y a des entrées, s'il y a le flux aussi. Le flux, évidemment, où sont placés les kinés, parce que tu as toujours les kinés qui sont très proches de la salle, comment eux vont travailler avec leurs athlètes, et du coup, comment tu agences ça? Donc, il y a toutes ces dimensions à considérer. Donc, moi, il me faut le plan, il faut que je discute avec le préparateur physique, et lui, et puis la vision du préparateur physique, évidemment, lui, il va me dire non, mais... Voilà, nous, on veut que quand on rentre, on ait les machines en premier. Ok, bon, mais ça, je le mets comme ça. Et après, on fait des propositions, on change l'implantation plein de fois. Ça fait partie du travail. On le fait plein de fois. Mais donc même si c'est beaucoup de temps aussi. Même s'ils ne remplacent pas, vous allez changer la disposition. C'est eux qui se débrouillent, non? Même s'ils ne remplacent pas, c'est-à-dire... Par exemple, une fois... Ah non, mais là, tu disais au début. Au début, avant l'installation. Ouais, avant l'installation de la salle. Okay. Ouais, tout à fait. Au moment où on étudie le projet. Donc, je me suis égarée, mais en fait, on s'y retrouve dans ce que je voulais dire, parce que c'est 40% d'activité, c'est 40%, je pense, d'énergie aussi, et de temps passé à faire des visios, à se déplacer, à sur visiter place, le voir, lieu, rencontrer les personnes différentes qui sont acteurs du projet. C'est beaucoup de temps aussi. Donc, ouais, je pense que les 40%, ils sont. Ok, donc ça, c'est pour les clubs. Pas forcément enfin, c'est la partie performance. Donc c'est tous les clubs, donc jusqu'à enfin, t'en as plein en rugby et en foot, en basket. Tout à fait. On fait aussi volley, aviron. On est très 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 implanté dans l'aviron et partenaire de la fédération. Donc, il y a beaucoup d'autres disciplines. Les plus connues, évidemment, c'est rugby, foot, basket. Mais on a tout un tas d'autres disciplines aussi où on est installé. Et donc ça, tu disais, c'est 30-40% de l'activité. C'est aussi les plus gros budgets? Oui. Généralement? Oui. Ça fait partie du top 3. Parce qu'il y a aussi les salles de fitness. Ok. Parce que j'allais dire, moi j'ai vu les machines, etc. Ouais, je pense qu'une belle salle de fitness et une belle salle de performance... c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Et c'est pas du tout le même matériel. Ok, c'est pas du tout le même matériel, mais ça va être le même budget. À peu près. Ouais, à peu près. Okay. Ouais, je pense que c'est les deux gros, c'est ça. C'est une salle de fitness et un club de haut niveau. Ok. Et donc du coup, dans un club de haut niveau, dans une salle de fitness, pour avoir une idée, par exemple, c'est quoi Alors, tu vas me dire, c'est variable selon la surface, mais si tu prends, je sais pas, vous équipez le Stade Rochelet. Ah ouais. Non, mais ça dépend. En fait, je pense que ça dépend des fournisseurs aussi, des équipementiers. Une fourchette alors. Une fourchette, c'est effectivement, ça dépend du choix du matériel, des gammes de produits, ça dépend, mais on va être vraiment entre 100 et 130 000 euros. Ok. Ouais. Ah, tu vois, je pensais que c'était plus que ça. C'est pour ça que je dis ça dépend des fournisseurs. Ouais. On connaît quand même les gros du marché, comme Technogym, Matrix, qui sont des très belles marques qui sont connues dans le monde. Voilà, on est sur un gros groupe qui n'a rien à voir avec la PME qui est Paligny. Eux, voilà, on est sur d'autres budgets qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Donc je parle vraiment à notre vous niveau, de votre côté. Voilà. Ouais, mais je sais pas, je pensais que c'était plus que ça dans ma tête. Ouais, non, on est entre 100 et 130 000. Ouais. Ok. Donc tu as ça, tu as la partie performance. Ensuite, tu as quoi? Tu as le fitness. Tu as le fitness. Tout à fait. Donc, tu as le fitness, donc la salle de muscu, avec tu sais, les cours collectifs, etc. Et les plateaux, du coup. Les plateaux, ouais. Et après, tu as aussi, je le mets un peu dans le même secteur d'activité, parce que pour moi, c'est les salles privées. Donc ça regroupe aussi salle fitness, salle de crossfit, salle hybride, bon, on appelle ça comme on veut, studio de coaching. Ça, pour moi, c'est les salles privées. Tout ça, c'est le même groupe pour toi? C'est le même secteur d'activité. Maintenant, c'est sûr qu'on ne traite pas avec les mêmes personnes. Quand on traite avec quelqu'un qui ouvre un club de fitness et quelqu'un qui ouvre une box de crossfit, ce n'est pas du tout le même profil, ce n'est pas du tout les mêmes discussions.
Et souvent, quand même, il y a... c'est fragile ce que je vais dire. Souvent, quand même, le gérant de salle de fitness, il a un point de vue un peu plus business. Un peu plus business. Oui, mais ça, on le sait, étendu. On l'a déjà dit. Voilà, il est vraiment sur un marché et il regarde ce qui fonctionne, ce qu'il faut faire, comment, sur de la rentabilité, comment rendre rentable les espaces, les surfaces, voilà, comment occuper cette surface-là pendant tel créneau horaire. Et c'est, en toute honnêteté, ce que moi j'essaie de faire quand j'ouvre une salle de CrossFit ou que j'échange avec un owner de boxe. En fait, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'essaie de lui expliquer. C'est pas facile, hein. Oui. Parce que le owner de boxe n'est pas un client facile, hein, je dois le préciser. Et ça, c'est pas fragile de le dire. C'est pas un client facile, mais en tout cas, voilà, j'essaie de lui expliquer et de lui dire que la passion, je pense que c'est le cœur de sa salle. C'est ce qui va faire vivre sa salle et c'est très important de l'avoir. Mais il ne faut pas oublier tout le reste. Faut pas oublier que sur 700 mètres carrés, si tu as 150 mètres carrés qui ne sont pas exploitables, c'est une perte de revenus. Oui. Et c'est aussi simple que, aussi simple que bonjour. Voilà. Ouais. Oui, mais oui, nous on voit un peu ça. Puis sur les invités qu'on a eus et tout ça, on a déjà eu ce truc que... en premier lieu, souvent, quand c'est ouvert une salle de CrossFit, comme tu dis, c'est la passion. Et c'est très bien que ce soit comme ça parce que c'est ce qui fait que ça marche aussi, clair. Comme tu dis. Mais c'est vrai que du coup, le sujet est souvent un peu plus secondaire d'un point de vue rentabilité, business, etc. Alors que dans une salle de fitness, tu peux avoir des ouvertures par passion. Ça existe, je trouve, même dans les influenceurs, tu vois dernièrement un petit peu. Oui, c'est vrai. Tu vois, ici, ils ouvrent une grosse salle. Je ne sais pas si tu connais le Corona Gym. Oui, voilà. J'ai vu. Ils ouvrent une grosse salle ici, etc. Donc, tu as ce truc aussi un peu passionné et tout ça. Exactement. Mais c'est vrai que tu as d'abord le prisme business. Les marges sont quand même plus difficiles. Enfin, tu as plus de risques quand tu ouvres une salle de fitness avec carrément. La surface en plein centre de Bordeaux que quand tu vas ouvrir une box de CrossFit. Donc, c'est ce qui fait aussi que le prisme n'est pas tout à fait le même. Et c'est pas négatif. C'est pas du tout négatif. Il en faut pour tout le monde. Voilà. Et non, c'est tout. Et donc, du coup, la partie performance, cette partie plus privée, est-ce que c'est juste les deux catégories de ce que vous avez ou est-ce qu'il y a encore d'autres ? Non, il y a tout un tas de catégories. En fait, on est partenaire de plusieurs fédérations. Okay. Donc aussi de la fédération d'aviron, on en a parlé tout à l'heure, mais de la fédération des clubs de la défense qui regroupe oui, j'ai vu ça. Ouais. Les associations qui sont au sein des casernes militaires et des gendarmeries. Okay. Donc c'est des clubs clubs sportifs et loisirs ou clubs sportifs et artistiques. Bon, ils ouvrent des associations qui leur permettent d'avoir une salle de musculation, des adhérents. Donc souvent, c'est les adhérents de la caserne, leurs familles, ceux qui vivent sur place et qui alimentent la salle. Donc on est partenaire de cette fédération-là. Okay. Qui est une belle fédération en plus. Voilà, on a eu à cœur de travailler avec eux. Il y a tout un tas tout un tas de casernes avec les régiments différents. Moi, j'étais réserviste militaire, donc je connais un peu ce milieu-là. Donc c'est aussi des clients que j'aime beaucoup. Et puis tu vois de tout parce que dans cette association, tu peux avoir ou une salle de musculation ou des fous de CrossFit qui vont te dire non mais moi tu me fous 3 colonnes, un truc, puis bon c'est des militaires quoi. Donc, mais ça fait partie de mes clients préférés je crois parce que on est toujours très très bien reçus. Ils sont toujours hyper contents de nous recevoir. Voilà, ils prennent tous nos conseils, ils sont à l'écoute, ils boivent nos paroles. Parce qu'en plus, c'est pas leur métier. C'est pas leur métier, mais quand même, c'est des fous de sport. Oui. La plupart du temps, ceux qui sont à l'association, les présidents ou les responsables de section, c'est des fous de sport. Donc, quoi qu'il arrive, c'est plus des passionnés qu'autre chose. Mais par contre, ils mettent toute leur confiance en nous et franchement, j'adore. C'est des clients que j'aime beaucoup. Et donc, on travaille avec les casernes militaires, les gendarmeries, beaucoup. Okay. Beaucoup. Donc, on a dit les clubs privés, les clubs, la performance et donc les collectivités publiques. Donc, qui font ou des salles associatives, donc pour la ville, okay. ou des salles pour la performance. Donc, on a travaillé avec le comité de ski de Savoie, okay. Tu vois, qui font des salles pour accueillir les athlètes de ski de haut niveau, etc. On travaille avec les collectivités aussi pendant la Coupe du Monde de rugby 2023 qu'il y a eu en France et l'année suivante avec les Jeux Olympiques.
Ok. Donc en fait, il y a tout un... Et les collectivités, il y a tout Donc un- là, tout un mais là, truc du à faire. coup, juste pour comprendre, ils équipent un lieu Oui, qui est temporaire. qui est à la ville. Et Alors, qui est temporaire dans un cas comme ça, hein. Alors, pour le rugby, oui. La plupart, c'était temporaire, donc c'était de la location sur l'événement. Par contre, quand ils équipent des salles comme le comité de ski de Savoie, qu'est-ce qu'on a d'autre je travaille beaucoup avec la ville de Grenoble sur une salle de boxe, par exemple. C'est des salles spécifiques pour des disciplines qui sont à la ville, en fait, Toute l'année, l'association c'est une de boxe de association. la ville, Ok. voilà. Donc ils budgétisent comme ça et puis ils choisissent, voilà, ils voient leurs priorités. Et en fonction des villes, ils ont des projets très différents. Tu as des villes qui sont un peu plus sportives que d'autres aussi. J'ai travaillé pas mal avec Bordeaux Métropole parce que c'est une ville hyper dynamique. Bon, je suis basée pas loin, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec les collectivités. Donc c'est à travers des associations après que tu accèdes. Alors non, par contre, on Non. travaille en direct avec le bureau des sports. Ok. Et du Mais, coup, mais le pratiquant. on n'a pas de lien avec eux. Oui, Enfin, mais eux, je veux dire, en tant que pratiquant, pour accéder derrière à ça, tu passes par des assos. Ouais, c'est Ok. des adhérents. C'est des sports associatifs Ouais. derrière. La plupart du Ouais. temps, oui. Et mais on travaille en direct avec le bureau des sports, donc c'est encore un profil autre client profil, qui est ouais. hyper différent parce que là, par contre, on est vraiment sur quelqu'un qui va nous dire bon, maintenant, j'ai 150 mètres carrés, c'est une salle de boxe, fais-la moi. Ok. Ok. Donc, j'essaie. Moi, je sais qu'il y a tout un tas d'interlocuteurs derrière. Oui, pour avec valider les voilà, avec des gens. budgets. Alors, valider les budgets, mais je sais aussi qu'il y a des coachs derrière qui sont pas forcément écoutés, Ok. qui vont pas. Donc, en général, j'essaie de prendre un max d'infos pour aussi satisfaire les coachs, les entraîneurs en tout cas, qui vont être sur place. Et quand même, on arrive souvent à trouver un terrain d'entente. Mais c'est là aussi, c'est fragile, il faut marcher sur des œufs. Souvent, voilà, c'est pas. Mais c'est des profils qui nous font confiance aussi, qui nous disent bon, mais tiens, j'ai ça, fais-moi la salle. Oui, débrouille-toi Voilà. un peu, fais les Débrouille-toi, plans. j'ai tant de hauteur. Ils nous donnent juste les critères sur la superficie, les contraintes, et puis démerde-toi, quoi. Je sais pas comment on travaille en boxeur, ben toi tu sais, donc vas-y. Ok. 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 Et donc ça fait le tour. Donc t'as des profils hyper variés. Ouais, Alors, collectivité, j'entends aussi, oui, je n'ai pas tout énuméré, mais j'entends aussi les universités. Oui, ok. Donc les SUAPS, avec Ouais. qui on travaille pas mal aussi. Ou à l'inverse, enfin pas à l'inverse, mais dans le même registre, mais en privé, avec les CREPS. Ok. Ok. Voilà, ou les académies, bon, bref. Le Krebs à Bordeaux. Travailler avec le Krebs à CREPS Bordeaux. de Bordeaux, on ne travaille pas beaucoup Non. avec eux. Pas principalement, mais un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Ok, donc du coup, ça c'est pour les grandes catégories de Ouais. profils, on va dire. Je crois que j'ai oublié personne. Voilà. Au niveau des catégories de matériel, on avait commencé un petit peu. Ouais. Si tu regroupes un peu, si tu essaies un peu de regrouper. Alors, c'est assez facile. Enfin, c'est assez facile. On va avoir donc l'ensemble des machines. Ouais, donc Et donc les machines de musculation, les poulies, poulies simples, poulies multipostes, toutes les étendues des poulies, les presses, les machines leg curl, leg extension, shoulder press, tout ce qui est guidé, quoi. tirage, voilà. Alors guidé ou non, parce qu'on Ok. les fait, on fait. Donc du coup, tu soulèves un point où j'allais venir. Les machines, donc machines guidées, machines manuelles, une gamme de machines manuelles. Et dans les machines guidées, on a 3 gammes différentes. On a une gamme qui est produite en France, dans nos usines. Et après, on a 2 gammes qui ne sont pas produites en France, qu'on fait produire en Asie, pour des clients, un profil de client qui est différent et qui demande d'autres choses. Ok. Voilà. Donc, on a vraiment 3 gammes différentes attribuées à des clients et des typologies qui sont différentes. Ok. Voilà. Ça, c'est sur l'ensemble des machines. Après, on a une gamme cardio qui est très très simple, très épurée. On n'a pas grand-chose. Tapis de course, vélo droit, vélo assis, elliptique. Ok. Voilà, pas grand-chose. Enfin, pas très étendu, mais plus typé suffisant. fitness, du coup. Ouais, Ouais, ok. tout à fait. Mais juste suffisant, climber. Ok. Et on va avoir les barres, les disques, où là aussi, tu as plusieurs gammes. Alors nous, on a fait le choix d'avoir qu'une seule gamme de barres et d'avoir tout un tas de gammes de disques, parce que sur les disques, tu as quand même c'est très différent. Pareil, si tu équipes un club pro, si tu équipes une salle de crossfit, etc. Un club pro, il va vouloir vraiment des disques olympiques Oui. qui sont calibrés. Ok. Voilà, pour avoir des charges calibrées de chaque côté et que ce soit vraiment au poids.
et pour avoir une capacité de pouvoir les personnaliser, tu sais, mettre le logo du club, etc. Alors qu'une box de CrossFit, ils veulent du bumper classique, qui rebondisse pas trop et qui soit à moindre coût. Oui, c'est ça, moins cher aussi. C'est pas... Donc on n'avait pas ces disques-là avant, on avait vraiment que du haut de gamme. On a développé toute cette partie-là il y a 5 ans, quelque chose comme ça. Ensuite, on va avoir tout le petit matériel, ce qu'on appelle matériel fonctionnel, mais bon, ça veut tout et rien dire en réalité. C'est les kettlebells, les haltères, les box, et puis on met tout dedans, les anneaux, les élastiques, vraiment tout le petit matériel, wall ball, slam ball, power bag. Ça, c'est vraiment, je dis petit matériel. Après, on a une petite gamme en récupération. Ces pistolets de massage et tout, on bosse avec Jolt. Ok, oui. Bottes de presso, en équipe de kiné, j'ai oublié cette typologie de clients. On équipe beaucoup de kinés. Donc eux, ils ont quand même une partie un peu sur la récup. Et donc c'est surtout pour eux qu'il y a la partie un peu récup. Ouais, eux et le haut niveau un petit peu. Ouais. Les studios de coaching qui sont axés prépa. Et une grande partie sur le sol. Une grande partie sur le sol, donc il y a 1 million de choses à dire sur le sol. Ouais. Le sol, c'est hyper technique. En fait, on croit que c'est juste poser des dalles, mais t'as des épaisseurs différentes, des matières différentes, enfin des matériaux différents, avec une réglementation différente selon si ils ont été certifiés, passés en labo, tu sais, avec un certificat inflammatoire, j'ai plus le nom exact. Avec un risque inflammable plus ou moins élevé. Donc ça, les collectivités, par exemple, elles nous demandent vraiment le moins élevé. Ok, donc dans le cas d'un incendie, ça c'est ? Ouais. Ok. Donc le sol avec les dalles, les pistes synthétiques, les plateaux d'haltéro que tu insères. Donc vraiment, le sol, il y a 1 million de choses à dire. Et après, je crois que sur la dernière partie, on va avoir les racks et les rangements. Je dis racks et rangements parce que toute cette partie-là est produite dans nos usines aussi. Et c'est souvent ce qu'on appelle, nous, du sur-mesure, parce que quand on va fabriquer un rack, alors tu as les racks standards, évidemment, 6 postes, 6 potences, les anneaux qui vont avec et tout ça, mais on fait de plus en plus de racks. Je veux une dimension à 2700 de hauteur, tu rajoutes une cible à wall ball qui va jusqu'à 3200, avec la découpe laser personnalisée avec mon logo, et au fond du rack, tu viens mettre des étagères, alors une étagère de kettlebell plate, une étagère de haltère inclinée, 2 tubes pour mettre les wall balls, 2 tubes mais renforcés pour pouvoir mettre les disques. Et donc tout ça, vu qu'on fabrique en France, c'est assez facile pour nous de personnaliser et de faire un rig qui est complètement sur mesure. Et ça, c'est vraiment des trucs qu'on aime faire dans l'équipe. On aime faire ça parce que c'est un peu le côté artiste du métier, donc c'est très très sympa. Et ça fait partie des dernières grandes lignes. Ok. Sur cette partie-là, tu as évoqué un peu le sol et tout ça. Dans les postes de dépenses, on reviendra peut-être un peu dessus dans le concret après, mais t'en as qui dominent dans le cas d'une salle, disons une salle plutôt type CrossFit, Aerox, affilié, non affilié, peu importe, mais c'est quoi un peu... Le sol, si tu mets la priorité sur le sol comme elle se doit, c'est-à-dire comme elle se doit, c'est-à-dire avec une bonne épaisseur pour protéger ton matériel, avoir une superficie vraiment sur l'ensemble de la salle, des corners de finition, pour moi, tu dois y mettre 20% de l'investissement. Oui, donc c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Une salle de performance, je t'ai dit, on prendra l'exemple d'une salle de performance de 130 000. Elle a 30 000 euros, un peu plus peut-être, 35 000 euros de sol. Que de sol. Ok. Parce que la salle de performance, par contre, ils veulent au moins du 25 mm, des plateaux intégrés. Donc eux, ils sont full au max du max. Niveau. Ouais, eux, ils rigolent pas avec la sécurité, ils rigolent pas avec Ouais, non, ils veulent... ils regardent pas le prix, mais ils vont regarder ce qu'il faut. Il faut tant d'épaisseur, il faut mettre ça. Il faut que ce soit lisse sur le dessus, qu'il n'y ait pas de granules et que ça s'effrite pas. On met ça. Il n'y a pas de sujet, quoi. Il faut que ce soit au même niveau, il faut mettre une sous-couche. Mets-le, on y va. Il faut décorer en finition pour pas que les mecs ils se prennent les pieds dedans, on y va. Et ainsi de suite, quoi.
Donc si tu y mets vraiment ce qu'il faut, c'est 20%, je pense. Donc répartition, tu dirais à peu près 20% si tu le fais correctement. Ouais. Après, tu as quoi sur la répartition des autres catégories? Je pense que ce qui vient juste après, c'est le rig. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'avais en tête que ça, toute c'était... la partie acier, toute la partie acier, la structure, hein, c'est un gros budget. C'est le plus gros budget, ça? C'est le plus gros budget en pratique. Ouais. Parce que le sol, ça, pour moi, c'est essentiel, c'est la base de ta salle, mais ça se voit pas. Et c'est ça qui est dur à comprendre aujourd'hui pour les gérants de salle, c'est de se dire, putain, il y a tout cet argent qui va là, alors que personne ne va s'en rendre compte. Alors que si tu as un sol qui est propre, qui est carré et tout, non seulement ça fait tout de suite une salle qui est hyper professionnelle, qui est hyper propre, et en plus de ça, tu protèges ton matériel sur la durée et tu réinvestiras pas plus tard. Ouais, quelque part, tu peux un peu économiser, tu peux retrouver une partie à long terme. Ah ouais, à long terme, ça te coûte moins cher si tu investis ce qu'il faut dans le sol. Sur le reste du matos. Ah, mais ça, on nous écoute. En tout cas, sur le client CrossFit, à 90%, on nous écoute pas. Ouais, mais parce que c'est dur. Parce que comme tu dis, tu vois, t'arrives, tu te dis, je vais mettre 20 000 balles. C'est-à-dire qu'il y a aussi un risque financier qui est important sur des ouvertures de salles de CrossFit. Ça reste quand même niche. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de disciplines. Enfin, c'est pas une salle de fitness où tu as du cours collectif, une zone cross-training, de l'Aerox, un extérieur, tu vois, où tu as 1000 trucs. Là, tu proposes, entre guillemets, que du CrossFit, même si tu as l'haltéro, la gym, tout un tas de trucs derrière. C'est quand même principalement du CrossFit, c'est niche. Donc, c'est pour ça qu'on a des abonnements un peu plus élevés, parce que tu as un coach toute l'heure. Après, j'apprends rien aux gens, tu vois. Et donc, du coup, je comprends, moi, le honneur qui vient et qui dit, mais voilà, j'ai pas beaucoup, j'investis, donc j'ai pas les moyens de mettre plus. Voilà. Moi, on essaie de le sensibiliser. Après, on comprend que ça aille dans l'autre sens. Ça dépend du portefeuille au final, quand même. Donc, et puis, moi, j'ai donné mon conseil et j'ai fait le taf, tant pis, tu vois. Mais... Donc, tu disais 20% ça, le rig. Dépendamment si c'est plus ou moins personnalisé, j'imagine. Mais... Le rig, je sais pas, c'est tellement variable. Okay. C'est tellement variable. Un rig, tu payes, je sais pas, ça peut aller 6-8 000 euros. Tu vois, un bon rig, tu peux être dans les 6-8 000 euros, tu peux monter jusqu'à 10 000 euros si tu as un rig comme Rupella. Au centre de la pièce, où tu as 6 postes de chaque côté, hyper complet, toutes les potences qui vont bien, les barres doublées et tout le bordel. Là, tu es à 10-12 000 euros peut-être. Donc, tu vois, sur une box de CrossFit, je pense que le panier, une box de CrossFit, c'est 35 000 sans cardio. Ok. Donc, les box de CrossFit, elles n'ouvrent pas des salles avec un rig comme Rupel. Hein. J'en ai jamais fait. Hein. Oui. On voit pas une salle avec 12 postes. En général, c'est 6 postes. 6 postes à squat, donc sur un truc à... Donc 35 000 au total, tu disais. Alors non, moi je parle toujours en hors taxe, donc là on a 35 040 hors taxe, que sur le matériel. Ok. Que sur le matériel, je compte pas les cardio parce que Incept, c'est une grosse partie qui est nécessaire à la salle. Hein. Qui est cher aussi. Tu peux pas faire sans skier, grammeur et biker, c'est pas possible. Et c'est très cher. Enfin, c'est très cher. C'est pas si cher en fait. Quand tu compares avec tous les cardios, ça fait partie des cardios les moins chers. Donc c'est pas si cher. Mais par contre, ça fait partie des grosses dépenses. Donc moi, je l'inclus pas parce que souvent, en fait, où on redirige vers Incept parce qu'on travaille bien avec Thierry. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup en perso. Donc où on envoie direct aux commerciaux, ou on commande pour simplifier le client. Mais quand même, la plupart du temps, on envoie en direct. On travaille avec eux comme ça, et puis voilà, pour nous, si Incept a le monopole, il faut qu'ils travaillent avec eux, et puis il n'y a pas de sujet. Donc je ne l'inclus pas, en fait, dans mon panier à moi. Mon panier à moi, la partie matérielle, c'est 35-40 000, on va dire. Ouais. Voilà. Après, ça dépend de la surface, parce que par exemple, le sol, le rig... Je prends toujours l'exemple de Rupella, parce que 700 mètres carrés, c'est une grosse salle de CrossFit aujourd'hui. On n'est pas... T'ouvres une salle comme ça aujourd'hui, t'es pas du tout t'es à 90 000 euros, je pense. Ok, ouais, t'es bien à 90 000 euros. Donc, facile. Pour à peu près 40 000 euros, hors taxe, sans la partie ergo, c'est une surface d'à peu près combien, ça? Tu saurais? C'est difficile, là, difficile. Non, mais sans que ce soit une vérité absolue. Tu me challenges, là. Ouais. C'est très difficile. 150-200 mètres carrés. Ok. 200 mètres carrés d'entraînement, à peu près. Il faut avoir une tolérance pour ce que je dis, mais
Mais à la louche, quoi. Ouais, à la louche par habitude, tu vois, je vais dire ça. Après, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Tu sais, il y a aussi les échanges qu'on a en off avec le gérant si on fait un partenariat, ce qui nous arrive aussi. Et là, on va venir, nous, faire un effort sur le prix pour, tu vois, avoir une relation particulière avec cette salle, avoir une sorte de partenariat. Après, on va avoir... Donc un partenariat, c'est quoi C'est s'il fait de la pub non ouais, le gars va communiquer et après, vraiment, il s'engage à travailler avec nous sur la durée. Okay. On va l'accompagner sur les compétitions, Ok, oui. Voilà. Donc en gros, tu steps un peu, parce que dans le cas de salle de CrossFit, je ne me rends pas trop compte, mais tu vois, 35-40 000, déjà c'est un budget sérieux pour eux. Ouais, c'est un sacré budget. Donc vous faites aussi des étapes de Ouais, ça peut arriver, c'est plus rare. Hein. J'aime pas trop parler prix parce que tu vois, dès que en France tu parles du portefeuille, c'est toujours c'est fragile. Hein. Mais ouais, dans ces eaux-là. Et puis il y a trop de facteurs quand même qui rentrent en jeu sur la surface, sur la direction de la salle. Tu as des salles qui vont plus se diriger vers de l'entraînement fonctionnel de manière générale et qui vont pas vouloir, tu sais, faire trop d'haltéros, trop de trucs, donc ils veulent juste un petit rig qui va contre le mur et après ils font tout au milieu de la salle. Il y a trop de choses différentes. Donc là, je te donne vraiment un milieu, mais ça peut être... Il y a une large fourchette quand même. Ouais. Et après, ce que tu disais aussi, c'est que ça dépend, ça rejoint un petit peu ce qu'il y a après, c'est comme dans tout, tu as des gammes aussi, même entre les marques. Et ça dépend de est-ce que tu prends tout dans une gamme qui va plutôt être haut de gamme, très haut de gamme. Moi, je regardais, sur les barres, c'est x10. Ouais. Alors nous, on a fait le choix d'avoir une seule gamme. Ouais. Mais effectivement, quand on va sur le site de Rogue, par exemple, j'aime beaucoup regarder ce que les autres font. Évidemment, je pense que comme tous les équipementiers, quand je vais sur le site de Rogue et que je vois la quantité de barres qu'ils ont, moi, je suis perdue. Je suis perdue, je ne sais plus quoi. Donc nous, on a fait le choix d'avoir qu'une barre. Enfin, une barre. On a une barre de compétition, homme-femme. Une barre, donc 2. Une barre d'entraînement, homme-femme. Une barre de force. Oui. C'est tout. Mais ça, ce que je voulais dire, c'est que dans l'équipement de la salle, pour quelqu'un qui ouvre une salle, selon ton prestat, tu vas prendre une barre olympique, même une barre olympique, c'est évidemment pas du tout la même gamme, mais tu vas en avoir à 150 balles, 200 balles, et tu vas en avoir à 2000 balles. Oui, c'est clair. Nous, on est à 350 € hors taxe sur une barre. Voilà. On n'est pas en dessous, quoi. Oui. Mais du coup, tu as vraiment plein... Donc, ce qu'on disait, le 40 000 € de ton équipement, etc., alors ça dépend où est-ce que tu vas chercher ton matos. Ça dépend de où tu vas chercher ton matos, évidemment. Mais ça dépend aussi, c'est-à-dire que moi, je peux proposer... Tu veux ouvrir ta salle demain, je peux te proposer un prêt à 25 comme un prêt à 40. Et des fois... donc j'échange avec le client, des fois il y a certains clients, surtout du coup les honneurs de boxe, qui me disent ouais, je te dis pas mon budget parce que tu vas faire la tête. Je dis mais je fais pas la tête du client en fait, ça marche pas comme ça en fait. Si on pouvait des fois. Non, ça marche pas comme ça. Mais par contre, je veux savoir quelle enveloppe il a pour prendre quelle direction. C'est-à-dire que si le mec il me dit tout de suite j'ai une enveloppe de 20 000 € pour ouvrir ma box de CrossFit, alors... Bon, 20 000 €, je vais lui dire non, on ne pourra pas, va ailleurs. Mais il va me donner 25-30 000 €. Ok, je vais lui mettre du 15 mm en sol, je vais pas lui mettre de plateau d'haltéro, je mets plutôt en plein pied, je vais lui conseiller plutôt en plein pied qu'un mural, ça dépend de la structure de la salle bien sûr, et je vais lui mettre que des bumpers premier prix entre guillemets. Tu vois, c'est comme ça que je choisis. Si le mec il me dit j'ai 50 000 de budget, et attention, je veux que ma salle elle se démarque des autres, je veux du matos de qualité. Je lui dis ok, et là je lui mets du 25 mm, je lui mets des plateaux sur certaines zones pour qu'il y ait vraiment des zones, pas forcément pour que les gens fassent de l'haltéro, mais pour qu'il y ait des zones délimitées dans l'espace et des corners, parce que c'est bien aussi d'avoir des zones différentes avec de travail et tout ça. Je vais lui mettre un rig, je vais m'amuser avec le rig, tu vois, je vais me dire putain cool, je vais pouvoir lui mettre une petite partie en mural, une petite partie de l'autre côté comme ça, je vais lui proposer de la couleur parce qu'il me montre son logo, donc j'ai dit quoi, le sol 25 mm, et je vais lui mettre du disque couleur performance, donc pas le compétition mais celui juste en dessous, c'est joli, ça claque, tu vois, tu fais ta variation de gamme. Voilà. Et ce que tu avais dit aussi, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est que quand tu as des gens qui vont te dire bah, j'ai tel budget, tu vas peut-être leur dire bah, moi je peux effectivement, ça rentrera pas, je peux t'équiper là-dessus, par contre là-dessus bah, tu peux aller ailleurs, voilà, c'est peut-être ça m'arrive très la souvent. priorité, ça va plutôt être de mettre là-dessus quand tu veux de la qualité. Des fois je leur dis écoute, alors je le fais avec les gens avec qui je suis quand même très proche, parce que on nous voit quand même énormément comme des commerciaux
et des gens qui veulent vendre. Et les gens les clients qu'on a de longue date, qui nous connaissent, ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance. Je veux pas, c'est difficile à dire, mais on a travaillé pendant des années ensemble, donc il y a un climat de confiance qui s'est créé. Et du coup, ils savent que dans le conseil, on va comprendre le fait qu'il ait cette enveloppe, que ça soit un risque financier pour lui, qu'il soit tout seul, qu'il n'ait pas d'associé. On va comprendre ça, on va l'entendre et on va avoir suffisamment d'empathie pour se mettre à sa place et dire, bon, ben ok, écoute, là, ça ne rentrera pas chez nous. Oui. Ce que je te conseille, c'est de prendre les barres chez nous. Le sol, je dis n'importe quoi. Tu choisis tes postes de dépenses. Et peut-être que ça, tu vas le prendre chez lui. Souvent, il me dit, bah, tiens, j'ai fait un devis chez eux. Oui. Bah, écoute, prends ça chez eux et le reste chez nous. Et voilà, si ça te va. Oui. Et on l'a fait... je l'ai fait... Non, j'allais citer une box, mais non, au final, il m'a tout pris. Okay. Mais j'avais conseillé ça à ce gars. Je ne veux pas créer de soucis. Mais en tout cas, j'avais dit à une salle qui n'est pas très loin de chez moi, tiens, prends-moi le rig. Je crois que c'était le rig, les barres et le sol, il me semble, quelque chose comme ça. Et puis tout le reste, tu le prends chez eux. Tu vas t'y retrouver et tout ça. Et voilà. Et puis en plus, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, tu vois, avec qui j'ai gardé un lien et tout. Et lui, il m'a dit, non, je prends finalement, tout chez toi. Prends tout. Ouais, au final, il m'a dit, je prends tout chez toi, je préfère avoir... En fait, il voulait avoir, tu sais, la garantie de, dans un an et demi, il prend son téléphone, il m'appelle, il me demande une connerie, mais pas pour m'acheter quelque chose. Ouais. Tu vois, juste m'appeler, me demander un conseil. Là, on a discuté de l'Irox, il n'y a pas très longtemps, je l'ai vu à La Rochelle. On a discuté de l'Irox. Il est complètement contre l'Irox parce que c'est un puriste du CrossFit. Et tu vois, il me disait, mais faut que je fasse quoi? Faut que j'aille... Mais j'ai dit, faut que tu ailles contre ce que toi, tu veux, parce que tu as ouvert une salle pour tes adhérents, tu l'as pas ouvert pour toi et t'entraîner. Donc voilà, tu vois, il me fait suffisamment confiance pour ouvrir la discussion avec moi sur ça. Et en fait, c'est des relations après qui sont oui, mais je trouve que c'est quand même important aussi comme aspect de se dire, parce que c'est là que le conseil rentre en jeu au maximum, quoi. Quand tu es une boîte et que tu vas dire, moi je vends ça, je te fais un devis, le mec te dit, oui, mais non, moi je peux pas, et que tu dis, prends plutôt ça et le reste va l'acheter chez les concurrents, c'est que tu es vraiment dans le conseil. Tu es dans l'anti-vente aussi. Voilà, c'est le meilleur moyen de vendre. Mais en fait, c'est d'avoir une confiance, et puis après, si ça marche bien et qu'il a un petit budget supplémentaire pour changer, ça va venir. On est persuadé d'une chose, c'est que les clients, ils signent pour nous. Oui. Ils signent parce qu'ils veulent Manon, ils signent parce qu'ils veulent Mathieu, ils signent parce qu'ils veulent, tu vois, et en fait, ils signent parce qu'ils veulent Thomas. Pour moi, je suis persuadée que partout pareil, quand même la plupart du temps, c'est ça. Oui. Et en fait, Manon, elle m'a mis en confiance, elle m'a rassurée, elle m'a truc, et si ça signe pas, moi je les rassure et je leur dis si ça y va pas, ça y va pas. J'espère qu'on travaillera ensemble plus tard, quoi. Mais il y a tellement d'équipementiers sur le marché, il y a tellement de gens, il en faut pour tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de prestats différents. Il y a beaucoup de concurrence, ouais. Donc voilà, nous ce qui est important, c'est je pense que si tu vends en one shot en essayant de faire un max, d'augmenter tes marges au max, hop, tu vends ta salle et tout, et après ton gars tu le revois plus jamais. Là, je pense que si tu as de bons conseils vraiment, la salle, elle perdure. Tu vois, je te prenais l'exemple de ce gars-là. La salle, elle perdure. Moi, je sais que lui, il a un adhérent qui lui dit, tiens, je travaille il est dans le milieu du basket. Tu vois, je joue le club, tel club, ils préparent leur salle de préparation physique sur la saison prochaine. Il va dire, tiens, appelle Manon. Tu vois, je sais que tout de suite, en fait, ça va, il va y avoir une déclinaison. Le bouche à oreille va se déclencher. Tout de suite, il va y avoir un effet papillon derrière. J'ai pas envie de faire des marges comme ça, de lui mettre un gros one-shot tout de suite pour gagner quoi. Enfin, tu vois, pour gagner quoi en plus au final. Oui. Et du coup, ça, juste pour comprendre, ça veut dire que vous, quand vous faites un devis, etc., c'est un peu comme un service, enfin, je sais pas, comme des artisans ou des choses comme ça se rapproche un peu de ça. Alors, au niveau de la marge, tu vois, est-ce que c'est variable? Alors, tu touches un sujet qui est très, très intéressant et qui est très frustrant pour moi. C'est-à-dire que comme nous, c'est vrai que dès qu'on nous demande, moi, on me demande un devis, je lis en diagonale et j'appelle, en fait. Okay. C'est-à-dire que je lis sa liste. Oui, ce que j'allais dire, je fais de la DV, du secrétariat, tac, et je lui envoie. Je fais jamais ça. Okay. Je l'appelle et je lui dis, ok, est-ce que je peux avoir le contexte de ton projet? Et je lui explique et je lui dis, non, on travaille comme ça chez Palini. Oui. Tu sais, c'est un peu, je compare à ça, mais enfin, je sais pas si tu vas comprendre d'où je veux en venir, mais j'ai fait une diète pendant un moment, j'ai travaillé avec Damien Stimans et du coup, il m'a dit, écoute, moi, je travaille comme ça. Faut peser ses aliments, faut manger à telle heure et tout. Tu veux pas. Okay. Alors,
Et puis j'ai dit oui, je veux. Et du coup, ok, on s'engage ensemble, on travaille pendant 3 mois. Mais moi, je fais un peu ça, en fait. C'est-à-dire que je les appelle et je leur dis, ok, donne-moi le contexte. Nous, on travaille comme ça. C'est-à-dire qu'on va travailler main dans la main, je vais t'accompagner, on va travailler sur les plans ensemble. Et en fait, ça les responsabilise aussi parce que tu as quand même une partie des clients qui nous disent ouais, ben ok, ils nous envoient les plans, ils veulent pas nous avoir au téléphone, ils nous envoient une liste et un gros boss, envoie-moi le truc. Et puis voilà, moi j'essaie d'expliquer aux gens, voilà, c'est quand même ta salle. Enfin, il y a des gens qui vont venir s'entraîner pendant des années. Ton matos, tu vas pas le changer avant 10-15 ans. Voilà, je l'appelle, quoi, j'échange avec lui et je lui explique comment on travaille. Et franchement, tu as quand même pas mal de gens qui sont réfractaires, pas parce que je dis, mais parce que je pense que parce que je les appelle, ils pensent que tu vas leur vendre un truc tout de suite je veux au leur max, vendre un truc à mort et tout ça. Alors que le projet, je le fais sincèrement, Thomas, je le fais comme si c'était ma salle. Oui. C'est-à-dire que je reçois la demande, ça me fait vibrer comme si, tu vois, je suis contente en fait. Je suis contente de faire une implantation de trucs. Ah putain, il y a une nouvelle salle qui projet, ouvre, je veux savoir et tout. C'est à quel endroit, c'est vraiment. Et du coup, c'est frustrant parce que des fois, souvent, dans le milieu, particulièrement dans le milieu du crossfit, un salle fonctionnelle, parce que maintenant, c'est plus que crossfit. Oui, bien sûr. Dans ce milieu-là, comme c'est quand même des salles privées avec des petits investissements et un gros risque financier, tout de suite, tu vois, les gens se méfient et ils disent oui, je sais pas, ils se braquent tout de suite, quoi. Alors moi, j'essaie de les rassurer et je leur dis non. Alors, la plupart du temps, ça passe. La plupart du temps, ça passe et ils se rendent compte qu'ils disent ah non. Oui. En fait, non, mais c'est vrai parce que de l'extérieur, tu pourrais te dire en fait, tu as des machines, enfin, tu as un prix, entre guillemets, tu as un prix catalogue. Si tu vas sur le site internet, tu vois, tu pourrais avoir l'impression que tu vas te dire, j'en veux 3 de ça, 5 de ça, 6 de ça. Mais s'ils veulent qu'un devis, moi je leur dis, je demande à mon assistante de te faire le devis, elle te l'envoie et puis elle te l'envoie. Mais en réalité, ça marche pas réellement comme ça. Mais en fait, il y aura pas de. En fait, je pense que c'était ça en plus la première question. Il n'y a pas de chiffrage en tout cas sur le service. C'est-à-dire que moi, le service, si tu travailles avec moi, il est inclus. Oui. Non, ce que je voulais dire sur la question des marges, etc., c'est est-ce que tu vas sur le site internet, tu prends le matériel, il est affiché à tel prix public. Tu fais x3 de ça, 5 de ça, 10 de ça, et au final qu'il l'ait fait tout seul ou qu'il l'ait fait avec vous, alors évidemment pas la même expertise du tout, il va tomber sur la même somme. Ou est-ce que en réalité il y a un truc de quand tu travailles avec eux Alors oui, tu parles des remises. Est-ce que vous grignotez déjà des sur marges? Le choix du matériel, franchement la plupart du temps, même si c'est des connaisseurs, ils se trompent. Oui. Ils se trompent et je leur dis mais non, là comme quantité, un truc tout bête, ils ont 150 mètres carrés de sol, ils vont acheter 150 dalles. Je leur dis mais non, c'est pas possible, il y a des découpes, il y a plein de choses à considérer, il te faut au moins 170 dalles. C'est des détails comme ça. Ça va être pareil sur le choix des barres, du rig ou autre. Donc en fait, pas la même expertise si tu fais tout seul. Ouais, il y a pas du tout la même expertise. Maintenant, je sais plus où je voulais en venir pour dire ça, mais moi, si le mec il me dit non, je veux pas ça, en fait, je veux qu'un devis, je l'envoie à mon assistante, elle y envoie un devis, mais je sais que je vais jamais travailler avec lui. Je suis sûre, parce que si le mec il a cette démarche, c'est qu'il veut que du prix. Oui, c'est que c'est le prix qui l'intéresse. C'est qu'il veut que du prix. Si tu fais appel aujourd'hui à une marque qui se positionne en termes de tarifs un peu plus haut de gamme que les autres, ce qui est le cas pour Panini. Ce qui est le cas, c'est que tu recherches un truc en plus. Oui. Donc ce truc en plus, si moi j'appelle pas le client en direct service que pour lui dire viens, je t'accompagne, je t'aide, et qui veut pas de mon aide, c'est qu'il a pas compris. C'est que c'est trop cher, et que ça va être trop cher c'est pour que ça va juste être le trop cher matériel. et qu'il cherchait que du prix. Oui. Et donc à ce moment-là, de toute façon, il serait pas parti avec nous. Tu vois, il y a tout ça à comprendre aussi. Mais du coup, ce qu'on avait dit, c'était sur les marges. Si vous avez une étude, etc., qui est faite, est-ce que là-dessus, tu as de la variation en fonction de chaque projet, ou est-ce que c'est telle machine à tel prix sur des salles globales, si on essaie de faire un effort. Oui. On essaie de faire un effort, oui. Donc, tu as vraiment tout intérêt à entrer en contact avec l'équipe commerciale quand même. Oui. Mais de Parce toute que façon, sinon, si eux le font pas, nous on rentre en contact avec eux. Oui, voilà. T'envoies un mail, t'as un appel. Ouais. C'est immédiat. Moi, je dis à mes commerciaux, je leur envoie ce qui arrive en fonction des régions. Bonjour, je veux 10 dalles. Je veux un devis pour 10 dalles. Je lui dis, tu l'appelles. Oui, même si c'est 10 dalles, tu vas l'appeler pour savoir. Mais je peux lui faire le devis. Il a mis toutes les caractéristiques et tout. Mais si tu peux l'aider, ça va te prendre 5 minutes au téléphone. Donc, pourquoi c'est faire, machin, ok, tu veux ça. Et même si tu l'aides pas, il sera content au final que tu l'aies appelé. d'avoir un humain et un nom au téléphone. Et c'est pas forcément pour lui vendre 20 dalles. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Je trouve que quand tu fais le choix
que ça soit n'importe quelle entreprise, n'importe quelle vente de marchandises ou de services, si tu fais le choix d'avoir un positionnement de prix qui est haut, il faut que tu sois capable derrière de fournir un service ou une marchandise suffisamment cohérente par rapport à ce prix-là. Enfin, pour moi, c'est logique. Donc, si on a une demande de devis, tu as forcément quelqu'un qui te parle avec un prénom et tout ça. Et qui t'explique. Voilà, et qui t'explique et qui t'aide si tu as besoin. Et si tu n'as pas besoin, c'est pas grave. Mais au moins, tu auras eu le choix. Tu auras eu l'option. Ok. On peut rentrer du coup. Je pense on est déjà bien rentré dans le concret. Mais on a pas mal parlé d'ouverture, etc. Je pense avoir compris un peu comment ça se passait. En gros, tu as trouvé ton local, tu vas appeler, tu vas rentrer en contact, tu vas avoir un échange, une étude en fonction de ce que tu veux. Il y a une étude des besoins, une répartition, une budgétisation à avoir, etc. On a compris un petit peu les grandes catégories. C'est quoi un peu les règles pour une salle type toujours hybride, etc., sur le matériel quand tu ouvres en termes de quantité, tu vois, par exemple. Ne serait-ce que ça. Les quantités, les poids, je sais que j'ai déjà entendu dans des podcasts à droite à gauche sur les poids, notamment des KB, tu vois, sur les kettlebells. Parce qu'en fait, tu peux te faire embarquer loin. Ouais, parce que tu sais qu'en fonction des programmations, oui. tu vas avoir le matériel qui va varier. Quand j'étais à CrossFit Southwest, Boris, il travaillait beaucoup avec de la kettlebell très lourde, des sandbags, tu vois, du poids, mais très différent de l'haltérophilie et moins sur de l'haltéro. Tu as des honneurs qui sont pro-haltéro, qui font de l'haltéro et qui, eux, vont avoir des cours, tu sais, type très CrossFit HQ, avec des lignes, les PVC, les barres, les trucs. Il y a PowerCamp ici, par exemple, qui est très comme ça. Comme PowerCamp, ouais. Et encore que pour moi, c'est encore autre chose, parce qu'ils ont carrément la partie haltéro dissociée, tu vois. Mais en prenant vraiment que le CrossFit pur, t'as quand même le gérant de la salle, le owner, il va donner une tendance par sa programmation. Oui, mais alors nous on voit aussi de plus en plus de structures de CrossFit qui s'ouvrent, qui s'approchent un peu de ce qu'on disait tout à l'heure, avec des profils qui sont plus business, parce que je pense que la concurrence est plus élevée, etc. maintenant, qui vont pas forcément faire la prog. Donc tu vois, qui vont prendre une prog. Ouais. Donc ça veut dire j'imagine qu'ils ont peut-être moins d'opinion de ce point de vue-là. Donc, ils nous demandent. Donc, en fait, tu vois, voilà, comment est-ce que ça marche un peu est-ce qu'il y a de la standardisation ou pas, tu vois, imaginons que tu vas pas faire ta prog, comment et tu ouvres, comment un peu ça marche, quoi. Ouais, alors j'aime pas trop faire ça parce que tant que tu pratiques pas et que tu coaches pas, de toute façon, je sais que la proposition que je vais lui faire, elle sera pas juste. Oui. Mais je lui dis, moi, je te conseille ça. Et donc, en général, ça va être beaucoup moins que ce que les gens pensent. Parce que souvent, j'ai des demandes de devis avec genre 12 barres hommes, 12 barres femmes, 10 barres d'entraînement, 10 kilos. Non, la réalité, c'est pas ça. Alors, c'est ce cas... tu prends des salles comme Rupella, c'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais attention, tu vois, Thomas, il l'a depuis 2014. Hein, tu vois, ça fait 700 mètres carrés. Non, tu ouvres une salle aujourd'hui... T'as pas 12 barres, c'est pas vrai. Donc souvent, ce qu'ils font, ce que moi je préconise, c'est un truc un peu dégressif, ça dépend toujours pareil de la surface, 10, 8, 6, 10, 8, 4 par exemple, ou pour des petites salles, 8 barres hommes, ça paraît pas beaucoup, hein, mais oui, mais en même temps, faut pas s'attendre, enfin moi je leur dis, je te le souhaite, hein, d'avoir des cours remplis à 14 personnes. C'est ça. Mais au début, ça sera pas le cas. Et je te conseille plutôt de commencer avec 8 barres hommes, parce que il n'y a pas de box de CrossFit sur ma région et tout. Ben, peut-être que les hommes qui vont venir s'entraîner chez toi, ils vont pas les 8, ils vont pas prendre 8 barres hommes. Ils vont commencer avec des barres d'entraînement, des barres de 15. Et donc, prends plutôt 8 barres hommes, 6 barres femmes et 4 barres d'entraînement. Je prends plutôt l'ensemble. Tu veux faire des cours de 12, il faut absolument que tu aies suffisamment... faut absolument que tu aies 12 barres. Oui. Moi, je lui dis, les 12 barres, elles sont nécessaires. Mais par contre, on jauge un peu les poids. 12 hommes, 12 femmes, 12 d'entraînement... Ça, aujourd'hui, en ouverture, tu le vois pas. Oui. Tu le vois pas. Donc, ça c'est sur la partie barre. Je suis en train de réfléchir, mais je pense que j'ai même fait des salles où t'as pas... des barres d'entraînement. T'as pas autant de barres d'entraînement que de personnes que tu peux avoir dans ton cours, puisqu'ils orientent la prog
pour se débrouiller, pour que ce soit des team WOD, Ils font pour que ce soit des choses comme ça, et au final... Ou travailler en relais. Tu vois, des choses comme ça. Tout à fait. Donc, tu as quand même des leviers aussi là-dessus. Et ok, donc ça, c'est pour les barres. Ensuite, tu as sur tout ce qui est poids. Du donc, coup, poids de barre ou poids libre. Moi, j'essaie de mettre un set par barre de disque sans forcément aller jusqu'au 25. C'est-à-dire que j'essaie de mettre un set sûr de fractio jusqu'à 15 kg. Et après, selon la salle, si quand même c'est une grosse salle, je vais aller jusqu'au 25, je vais mettre un set de chaque. Mais en général, les 25, les 20, j'en mets beaucoup moins. C'est toujours pareil, si tu ouvres à... Qu'est-ce qu'il y a à côté de La Rochelle, petite salle à Lagore, Loumont, peu importe, petit bled, il y a déjà plein de salles autour, t'es pas sûr d'avoir 12 adhérents, les 20, les 25, ceux qui vont arriver tout de suite, ils vont pas soulever des barres, ils vont pas faire du deadlift à 140 kg, t'inquiète pas, quoi. Ouais. Ça va pas arriver demain. Ouais. Et si le mec il me dit si et tout ça, tu vois, j'essaie de lui dire écoute-moi. J'ai coaché et écoute-moi, je vois comment ça se passe. Et c'est difficile parce qu'en plus, je m'entraîne dans une salle qui est hyper développée, qui propose beaucoup de services, beaucoup de cours. Donc, ils ont le CrossFit, l'Irox, cours senior, cours kids, haltéro, gym, machin. Ils proposent tout un tas de trucs. Et elle est hyper complète. Ils ont tout le matériel. Oui, c'est suréquipé, équipé au max. C'est hyper bien équipé et tout ça. Donc, c'est difficile pour moi aujourd'hui de me rappeler, tu vois, de mon passé de coach, on va dire, et tout ça, parce que pour moi aujourd'hui les salles c'est Rupella, tu vois, tu y vas, t'as ton matos, tu te poses pas de questions. Quand j'allais chez des clients, que je faisais beaucoup de tournées et que j'allais beaucoup m'entraîner chez les clients, je me suis retrouvée mais une fois sur deux, facile, à devoir prendre une KB qui n'était pas de 16 kilos parce qu'il n'y en avait plus, à devoir prendre, choisir mon wall ball ou le partager avec quelqu'un. Ça m'est arrivé, mais une fois sur deux, facile. Ouais. Donc, j'essaie, quand je parle à un client, de me rappeler de ça et de pas être en déformation pro avec mon entraînement perso, dans ma vie perso, dans ma salle qui est Rupella, quoi. Oui. Et après, en plus, pour le coup, alors il y a des profils. Alors, il y a des limites. Si il manque des barres et que c'est chiant et tout ça, que la prog n'est pas adaptée, là, ça devient relou pour le client. Mais souvent, en dehors de ceux qui sont vraiment très investis, tu te débrouilles en fait. Ouais, tu te débrouilles pendant le cours. Alors totalement. C'est un peu plus de job pour le coach qui doit sur le coup ça qui est plus important. Se réorienter, faire son truc, machin. Et pour moi, c'est ça qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire que dans justement mes déplacements, toutes les salles dans lesquelles je me suis entraînée, j'ai fait quelques fois. En fait, je pense que le coach était tellement ailleurs ou hyper occupé, tout ça, qu'il n'a pas pris le temps de savoir d'où je venais ou d'échanger avec moi. Et du coup, je me suis retrouvée dans des situations où je me disais, mais je viens, c'est mon premier cours d'essai, je suis en découverte, je signe jamais chez toi. Oui. Enfin, je ne citerai pas dans de salle, mais ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup de fois. Parce que le problème, c'est pas de ne pas avoir sa KB de 16 ou de partager son wall ball. C'est la réaction du coach derrière. C'est que si tu n'es pas capable de venir et de dire est-ce que proposer ça te va, une alternative, quoi. Comment tu t'entraînes d'habitude, est-ce que tu as déjà l'habitude de pratiquer? S'il faut, je suis en postpartum depuis 1 mois. Oui. Tu vois? Et je trouve ça lunaire de faire une première séance ou un drop-in sans s'adresser, sans poser de questions, à la personne. Et ça m'est arrivé, mais t'imagines pas à quel point ça m'est arrivé souvent. Donc, qui manque du matériel, pour moi, c'est pas grave. C'est le rapport au coach qui est le plus important. Et ça moi, je trouve que c'est quand même super important parce que on sait que, je trouve ça quand même cool que n'importe quel type de structure avec des petits budgets et tout ça soit pas tout d'un coup à se dire genre pour moi ça veut dire que c'est infaisable les maths parce qu'il y en a pour 40 000 balles. En réalité, pas du tout. Tu peux vraiment faire par étapes ton truc. Et c'est ce que je leur dis. Et tu vois, quand on disait tout à l'heure, je veux pas aller dans les marges, vraiment vendre au plus et tout, c'est que quand ils m'envoient leur liste et que je vois qu'elle est lunaire, que je vois qu'il y a 12, 12, 12, tu vois, je pourrais leur dire super et tout, faire le devis et dire j'espère que ça va passer. Tu vois, non, je l'appelle et je lui dis écoute, ça va pas marcher. Et le mec, il est là et au début, il me dit voilà, donc il faut que j'explique et que je justifie pour avoir sa confiance. Mais je lui dis écoute, ça va pas être possible. Tu vas être dans un budget et si, quand bien même tu veux le faire, tu vas dépenser de l'argent pour rien. Pour rien, oui, c'est ça. Donc, quand bien même tu as l'argent, parce que c'est rare, mais il y en a qui m'ont déjà dit j'ai pas de problème de budget. Quand bien même, moi je préfère que tu achètes au plus juste. Tu sais quoi, réduis tes barres, écoute-moi,
Et mets 25 mm d'épaisseur, mets de la couleur sur ton rig, mets de la personnalisation partout. C'est pas forcément suréquipé, mais tu as d'autres postes où tu peux faire des différences. T'as pas de problème d'argent, ne t'inquiète pas, je vais trouver ton argent où il faut le mettre. Mais en tout cas, je vais pas te faire acheter des trucs inutilement, ça c'est sûr et certain. Ouais. Juste là-dessus, ça me fait penser, on a un truc dont on n'a pas parlé, c'est dans tes gammes, on a parlé tout à l'heure des gammes, donc des différences de gamme, vous êtes positionné plutôt vers le haut. Ce qui change, c'est ton matériel. Enfin, c'est comment c'est fabriqué en réalité, tu vois, d'un point de vue purement matériel. On a parlé du service, etc., qui va avec, qui peut être différent. Sujet touchy. Ben oui, c'est pour ça. C'est Joy qui me l'a envoyé. Elle m'a dit, c'est quoi la différence? Donc, je me suis dit, c'est une bonne idée. La coquine. Non, mais c'est intéressant. C'est une question très intéressante, mais c'est un sujet touchy. Donc, c'est pour ça que moi, j'appuyais sur le service tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, on est obligé de leur fournir l'accompagnement. Obligé. Pour moi, c'est le commercial chez nous, s'il n'est pas capable de faire ça, il va revenir avec moi en formation pendant 1 semaine. Enfin voilà, il faut qu'il connaisse tout le matos, il faut qu'il soit capable d'agencer un espace. On va aller s'entraîner ensemble pour qu'il voit comment ça se passe. Parce que nous, les commerciaux qu'on recrute, il faut qu'ils s'entraînent, enfin, tu vois, tu peux pas. Sinon, tu peux pas conseiller le client, c'est pas possible. Donc, pour moi, tout ce service-là, déjà, c'est la priorité. Ça doit être inclus. On doit pouvoir faire une projection 3D pour qu'il puisse s'imaginer dans l'espace et tout le reste. Donc, toute cette partie-là humaine, il doit se déplacer, mon commercial, il doit faire la route, il doit bloquer un créneau, enfin, il doit se rendre disponible et être réactif, quoi qu'il arrive. Ça, c'est la partie service sur le prix. Après, il y a la partie, effectivement, il y a une partie qu'on fabrique, et après, il y a une partie, de toute façon, qui, comme tous les équipementiers, est fabriquée en Asie. Une kettle, un halter, je te le dis tout de suite, si c'est fabriqué en France, personne ne l'achète. Oui. Tu n'as pas idée des prix. Coûts de revient. La masse salariale, les matériaux, c'est lunaire. C'est 4 fois plus cher qu'une kettle. Mais c'est pas 4 fois. Ah oui, plus que ça. C'est plus que ça. Okay. Donc aujourd'hui, on a réfléchi à tout ça. Si on le fait, de toute façon, c'est pas viable pour l'entreprise. C'est pas possible aujourd'hui avec le côté, voilà, la concurrence actuelle, tout le contexte en fait actuel, c'est pas possible. Donc, évidemment, il y a des produits comme tout le monde, les kettles, les haltères, tout ça qui sont fabriqués en Asie. Et il y a des produits qu'on a gardés en fabrication, évidemment, le rig, les rangements, toutes ces parties-là. Par contre, on a un contrôle sur ce qu'on choisit en Asie. Okay. Tu ne prends pas le premier endroit en te disant « alors où est-ce qu'elle est la ligne la moins chère et je prends ça ». Déjà, on discute et puis il faut qu'il y ait un cahier des charges qui soit respecté avec tel matériau utilisé, tel calibrage sur les poids pour que ce soit les mêmes. Il y a vraiment beaucoup de choses, telle finition, etc., etc. Donc ça, c'est des discussions. C'est pas moi qui cherche cette partie-là. C'est ça. Et donc, on choisit des produits qui, déjà, à la base, sont peut-être au prix d'achat plus élevé que d'autres. Oui, c'est pas parce que tu achètes en Asie que tu achètes le même produit. Parce que si tu as un cahier des charges et que tu imposes ça sur le cahier des charges, déjà, ton produit, tu l'as multiplié par 10. Ok. Donc, voilà. Donc, déjà, il y a ça. Après, il y a tous les coûts de transport, etc. Après, il y a tous les coûts logistiques en France. Et la masse salariale, aujourd'hui, en France, c'est très cher. Ouais. Et tous les coûts... qui peuvent être associés. Tous les coûts, après, qui se rajoutent autour. Tous les petits trucs qu'on ne voit pas, mais qui sont plus. Voilà. Et juste... je ne sais pas si tu peux expliquer, mais pour comprendre... par exemple, de la gamme sur une kettle, c'est quoi concrètement sur une kettle, genre entre si tu prends la première ligne, sur une kettle, t'as pas énormément de choses. T'as pas comme les bars où t'as les roulements à aiguilles, roulements à billes, etc. Okay. Ou matière, tu sais, en phosphaté, en chrome. Là, t'as pas kettlebell, t'as ou compétition ou kettlebell noir. Donc là, nous, cahier des charges, c'est assez simple, c'est poids calibré. Couleur sur les oreilles là, voilà, c'est pas et le palinier écrit ça va être après un produit qui vraiment pour le coup c'est du poids quoi. Ouais. Donc, y a tu pas vois, on parlait tout à l'heure de dire au client prends ça chez eux. Moi, si le client il y a vraiment le prix qui va rentrer en jeu et que je dois lui dire ça fait partie des produits que je vais lui sortir et que je vais lui dire prends ailleurs, parce que ce produit là de toute façon nous on le prend au même endroit. Donc, comme on a tout le reste, de toute façon, il ne pourra pas bouger notre prix. Parce que notre masse salariale, c'est la même, l'usine, c'est la même, le cahier des charges, c'est le même complet, pas que sur ce produit-là. Oui. Donc,
De toute façon, ça sera ça. Mais pour le client, ça sera pareil. Donc, écoute, si t'es... Ok. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence de prix sur une KB et une haltère. C'est pas La énorme. différence, elle n'est pas du tout énorme. Donc, écoute, si vraiment ce qui arrive, C'est ce qui ils manque. sont vraiment, tu vois, sur des studios et tout, ils sont Oui. vraiment serrés. Prends ça chez eux. Ils sont moins chers. Et puis, moi, je vais garder la partie où vraiment on maîtrise. Et où tu as une vraie différence Et où il y a une vraie matérielle différence. aussi Ouais. sur le truc. Ouais, ok. Ok, juste du coup, si on a fait un petit aparté, mais sur la partie mise en situation, donc tu disais, on parlait du fait que t'es pas obligé d'avoir l'équivalent d'une barre, enfin du poids comme si ton cours était plein, puisque tu as des variations là-dessus. J'imagine quand même, d'un point de vue rig, bon, t'as pas 10 000 options. Si, parce que tu vas pas le changer 5 ans plus tard, tu vois, le matériel, il y a un truc où tu vas pouvoir refaire une commande un an plus tard parce que ça marche bien pour toi. Oui. Non, le rig, tu vas pouvoir l'étendre, par contre, tu vas pouvoir le compléter. Je l'ai fait il y a pas longtemps avec Kitsune à Niort. Oui. Il m'a mis un vrai challenge, d'ailleurs. Il m'a dit, je veux récupérer une partie du fond, du rig, le déplacer pour le mettre au mur et compléter avec des éléments qui manquent. Donc, faut pas se tromper, parce que ça va déjà arriver. Il faut compter toutes les unions, il faut compter le moindre truc qui manque. C'est pas pareil quand on vend le rig complet où tu es sûr de... Voilà. Donc, non, mais ça l'a fait, il l'a complété après. Donc, ça arrive de compléter, ou tu as grandi, ou tu complètes comme Kitsune a fait, ou alors tu rajoutes des rangements. Tu remodules un peu le rig différemment, et tu intègres des rangements à l'intérieur, ou tu rajoutes des accessoires. Tu veux mettre un bras squat belt, tu vois, tu peux compléter après comme ça. Ouais. Ok. Oui, alors tu vois, je pensais pas sur le rig, j'avais pas pensé que tu peux et aussi après, moduler. Tu as quand même aussi des petites différences, des petites variations. Alors sur l'épaisseur de l'acier, mais aujourd'hui, il n'y a pas trop de différence. Je crois que c'est tous entre 3 et 6 mm, quelque chose comme ça. Enfin, c'est beaucoup de différence, mais j'ai plus exactement. Par contre, là, les colonnes, tu as des rigs en 60, tu as des rigs en 70, tu as des rigs en 80, et c'est tout. Ça va pas de 80. Ou peut-être 85 pour les gros de chez Xenios, je crois. Mais nous c'est 80 d'office. Il y a pas de... Pareil, il n'y a pas 1000 choix. Mais par contre, on a fait le choix de faire un truc un tout petit peu plus... voilà, pour être sûr d'avoir des grosses colonnes. Tu sais, quand tu mets des accessoires dessus... si c'est des colonnes en 60, tout de suite, ça va bouger plus. On en a fait les frais, on a évolué au fur et à mesure, et maintenant on a dit, on fait que du 80, on laisse plus l'option au client, parce qu'avant, quand les clients avaient un critère un peu prix, justement, ils disaient, non mais c'est bon, du 60, ça me suffit. Oui. Et après, le mec, il te rappelle et il te dit, en fait, il dit, ça bouge dans tous les sens. Et tout. Ouais, mais je t'avais dit de prendre du 80. Donc on a dit, on le vend plus. Ouais. Comme ça, on lui laisse pas l'option, et au pire, il veut du 60, il va ailleurs, mais au moins, on n'a pas ce souci-là, quoi. Voilà. Ok. Dans le cas d'une ouverture, théoriquement, genre toi, si tu dois équiper, tu ouvres ta box demain, sensiblement 150 mètres carrés, on va dire que tu n'as jamais de double cours. Okay, c'est toujours des cours simples, on va prendre un truc 12 personnes. Je ferais pas ça. Tu ferais pas ça? Je ferais des doubles cours. Tu ferais des doubles cours directement? Bah oui, évidemment. Ouais, je ferais des doubles cours d'office, je ferais des doubles cours à Irox CrossFit. Ok, mais est-ce que bon, alors disons double cours. T'as des horaires le soir, ça va être des doubles cours à partir de 17h. Comment tu t'équipes? Si tu prends pas en compte le financement et en tout fait, ça. Je vais détourner un peu la réponse à ta question. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas pour les saucer. Pour moi, la salle parfaite aujourd'hui, c'est celle où je m'entraîne, c'est Rupel. Oui. Parce que, en plus d'avoir bien compris comment les gens voulaient s'entraîner, le fonctionnement, l'évolution du public du matin au midi, au soir, d'avoir bien compris tout ça, ils se sont remis en question à chaque fois qu'il y a eu des nouveaux trucs arrivés, tu vois, l'Irox, le truc, à chaque fois ils ont changé, hop là, bon il y a trop d'open gym, ça prend de la place, on change en fait à chaque fois ils ont réagi. Ils ont évolué, ouais. Donc pour moi c'est un peu la salle, donc je vais répondre à ta question, mais par le biais de cette salle-là, comme ça en plus les gens iront voir leur Instagram pour avoir le rendu un peu de la salle, mais tu vois c'est le rig central, quand tu as l'espace en tout cas, c'est le rig central, au moins tu as 2 cours dissociés, tu peux être en capacité de faire et de l'Irox et du CrossFit, ce qu'ils font aujourd'hui. À droite, ils ont de l'Irox, à gauche, ils ont du CrossFit. Et au fond, ils ont de l'Open Gym. Parce qu'ils ont un rectangle, c'est un rectangle leur salle. Ouais, c'est un rectangle, après avec un petit L au bout. Mais le petit L au bout, tu vois, même ça,
ils ont fait en sorte de correctement le rentabiliser. Ouais. Donc oui, c'est un rectangle. Donc tu as Hyrox, CrossFit, le rig central, au fond Open Gym, avec des petites barres de traction et tout pour vraiment avoir tout ce qu'il faut au fond. Bien séparé quand même, parce qu'ils ont, tu vois, ils ont mis des rangements, des ergots et tout, qui est pour que... Alors, ils ont quand même beaucoup d'adhérents, donc c'est... Oui. Tu vas le soir, c'est l'usine. C'est blindé, bah oui. Mais je trouve qu'ils ont fait au mieux. Et après, tu as ce petit L où quand même, Thomas a fait un peu son côté un peu passion, tu vois, il a fait un rig un peu monster, en fait comme un power rack à l'intérieur où intégrer une poulie. Avec des tiges en bas soudées pour qu'il puisse mettre des élastiques. Comme ça, il n'a pas à sortir 1000 matos quand il fait ses trucs. Okay. C'est son petit kiff, ça. Ouais, c'est son petit kiff. Et puis, il y a plein d'adhérents qui s'en servent aussi, quoi. Mais donc, cette poulie, après, il a 2 machines. Il a une leg extension. Il a des plots de jeté, un plateau haltéro. En fait, un tout petit espace, mais au moins, dans cet espace, tu vas avoir l'haltéro qui va venir à 14h le mercredi après-midi, faire sa séance d'1 heure. Hop, il va là-bas. Le mec qui vient faire sa petite programmation muscu et tout, hop, il va là-bas. Mais vraiment, les espaces, ils sont bien foutus. Ils sont bien aménagés. Donc, moi, ce serait un truc comme ça que je ferais. Un truc comme ça. Parce que tu as les contraintes de surface, tu as les contraintes de hauteur, tu as les contraintes de trop de choses. Mais ça serait un truc comme ça. Ok. Je disais ça parce que la semaine dernière, on discutait avec Ellie. Et lui disait un truc, c'est que dans l'ouverture, et je pense que c'est vrai que c'est quand même un peu correspondant au marché du CrossFit en tout cas, la première que tu ouvres, c'est rare que tu arrives à t'envoyer 700 mètres carrés, bien positionné, avec la banque qui va te suivre, et sur le truc comme ça. Et lui, ce qu'il disait qui était intéressant, c'est que tu passes par des étapes. Commence par, peut-être, si c'est pas possible, te prendre un 150-200 mètres carrés, t'équiper pour cette surface-là, dans un premier temps, en te disant... Je suis tout à fait d'accord. Une fois que je passe mon étape, j'avance, je change. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Sauf que tu m'as posé la question si moi... Si toi, tu devais ouvrir. Non, mais alors, dans un cas comme ça... Et franchement, pour répondre vraiment à ta question, j'ai mon idée de la salle et je chercherai le local par rapport à mon idée de la salle. Ouais. Parce que je pense que il faut pas, même si je suis 100% d'accord avec Kelly et tout, j'ai déjà dit un truc sur les réseaux la dernière fois qu'il l'a contrarié, il n'était pas d'accord avec moi, mais donc je veux pas le froisser, je suis vraiment d'accord avec lui, mais je pense aujourd'hui que si tu veux vraiment ouvrir un business, il faut d'abord que tu imagines le concept que tu vends, parce que tu vends pas un cours d'1 heure, tu vends un concept, tu vends une expérience. Moi, quand je viens entre midi et 2 à Rupella, je vis un moment, en fait, tu vois, je fais pas juste 1 heure de sport, je vis un moment, je discute avec le coach, je rigole avec mes copines, c'est vraiment, tu vends un concept, une expérience, et donc tout ça, tu l'imagines, et après, tu cherches ce qu'il faut en fonction de ça. Maintenant, évidemment, tu vas avoir des passionnés qui veulent faire du CrossFit leur vie professionnelle. Oui. Et du coup, à ce moment-là, une première étape par laquelle il faut passer. Tu vas effectivement avancer différemment que ce que je viens de te dire et plutôt faire petit avec le potentiel de pouvoir grandir après. Et ça, je l'ai beaucoup vu avec des salles que j'ai ouvertes. Oui. Donc, dans un cas comme ça, donc toi, c'est quoi alors ce que tu ouvrirais à minima de ton point de vue? De mon point de vue à moi? Surface, genre par rapport à ce que tu imagines. Évidemment, c'est personnel, mais... Je ne ferais pas un modèle économique qui est centré que sur le CrossFit. Je ferais quand même du CrossFit parce que c'est quand même... c'est une discipline que j'ai pratiquée pendant des années et des années. Donc je suis toujours... je fais beaucoup d'Hyrox aujourd'hui, mais parce qu'à ce moment-là, ça me plaît. Et puis demain, ça peut changer. Mais je reviens toujours 1 fois par semaine. Tu vois, je me fais toujours un CrossFit et je me dis, putain, c'est vraiment bien quand même. Donc quand même, je suis toujours amoureuse de la discipline et je suis persuadée qu'elle apporte vraiment... en termes de... Aux gens. Qu'elle apporte vraiment aux gens en termes de conditions physiques, de santé. Oui. J'en suis persuadée. Sauf que aujourd'hui, tu peux pas l'offrir à tout le monde, ça. Oui. Et donc, heureusement qu'il y a l'Hyrox qui permet de compléter et d'apporter une solution d'activité physique. Je tourne toujours autour de la santé dans mon discours. Après, tu as évidemment les gens qui viennent pour d'autres raisons, mais vraiment en parlant sur la condition physique, la santé, se sentir bien, voilà, tout ce qu'on sait. Je trouve qu'avec le CrossFit et l'Hyrox, là, tu commences à devenir bien complet, avoir une communauté au sein de la même salle. Mais je ne m'arrêterai pas à ça. Ouais. Moi, je pense que
pas mal travaillé avec des patrons de franchises ou de petites franchises. Et eux, ils sont très, très intéressants dans leur discours, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert tellement de salles dans tellement de villes différentes, avec tellement de profils clients différents, qu'ils ont vraiment, je trouve, un œil très aiguisé du business, en fait, du marché des salles de sport. Et pour avoir discuté il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui a des Keep Cool, qui se reconnaît pas du coup, qui je pense va écouter, je pense que j'emménagerai un espace avec une pièce vide, comme pour recevoir du cours collectif. Et dans cet espace-là, je pense qu'il faut mettre du RPM, du Pilates, des cours boxing. Alors il m'a appris ça, tu vois. J'ai dit putain, ça marche encore et tout, les cours boxing. Ben ouais, il me dit ça marche, un truc de malade. En tout cas, un espace qui va permettre de rentabiliser toute la surface et les créneaux horaires. Rajouter, tu vois. Ouais. Rajouter des créneaux, la surface. Alors, on a toujours les contraintes d'espace et tout ça. Mais en tout cas, moi, mon idée de la salle à faire, ce serait quelque chose comme ça. Et cet espace-là, en plus, tu peux surfer sur l'effet de mode en fonction de ce qui arrive. Tu peux faire changer ce que tu peux distribues. Faire changer. Là, on est quand même sur du Pilates réformeur, Pilates Lagrille, tu vois, donc tu peux aménager ça, tu peux mettre des machines sur roulette que tu lèves, hop, tu viens mettre des bikes, tu vois, les cours de RPM, ça a toujours marché, ça marche un truc de fou. Dans les grandes villes, tu vois, tu retrouves les... C'est marketé un peu différemment, mais Dynamo, tu sens trucs, voilà, que c'est la même chose. Et ça marche un truc de malade. Et moi, à la première, tu vois, il y aurait du RPM à Rupella, mais tous les jours, j'y serais, quoi, tu vois, c'est vraiment un cours sympa aussi. Donc, je pense qu'il faut accepter de faire plusieurs activités, même si tu es un passionné, et c'est la force qu'ils ont à Rupella, c'est que c'est vraiment des passionnés de CrossFit, mais par contre, ils sont très ouverts d'esprit et ils veulent vraiment apporter quelque chose aux adhérents, montrer qu'il y a toujours... il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours de l'évolution et qu'ils sont toujours partants pour faire ça, quoi. Et que ça bouge et que ça change aussi. Parce que ouais, quand tu parles avec un owner et que tu dis tiens, j'aimerais bien essayer une course Aerox et tout, et que le owner il te dit ah non, c'est bon, les Aeroxers qui, bon, on a entendu le discours, ouais, ils sont nuls en force et du coup ils font de l'Aerox et tout ça, oui, bon, peut-être que ça leur plaît plus comme ça aussi. Oui. Et ils ont le droit, tu vois. Et donc faut les satisfaire là, ces gens-là aussi. Donc, parce que ça reste quand même un commerce. Ça, bien sûr, c'est de toute façon un commerce. Même si tu veux ouvrir ça parce que tu es un passionné, il faut que tu manges à la fin du mois et il faut que tu vois, ça reste un commerce, c'est tout. Ouais. Il faut un chiffre d'affaires, il faut... Mais c'est vrai que tu vois, je pense que, j'ai l'impression dans le domaine plus salle fonctionnelle, crossfit, etc., c'est vrai que dans les salles de fitness, c'est très ça. De toute façon, tu le vois, les cours collectifs vont changer d'année en année par rapport à ce qui est en trend dans ce moment, de ce qui ne l'est pas. Dans les salles de CrossFit, salle hybride, peu importe, voilà, c'est moins... Il y a moins cette réflexion-là à l'ouverture, je trouve. Nous, on n'a pas trop d'exemples, en tout cas, de ce point de vue-là. Et en même temps, je pense que c'est pas si simple. Nous, on a un exemple d'une salle qui est pas très loin d'ici, qui s'appelle CrossFit des Graves, qui dès le début avait fait une partie yoga, yoga pilates, je crois, un truc comme ça. Et ils y arrivaient, je crois qu'ils se relancent dessus, etc. Parce que maintenant, ils ont plus de recul et peut-être qu'ils ont dû se recentrer au début tout. Mais je sais qu'au début, ils avaient dit, ça a pas du tout pris. Bien sûr, parce que selon la géographie, en fait, tu vas pas avoir les... Moi, je te dis ça aujourd'hui parce que je sais qu'à La Rochelle, il y a de la demande sur des cours de bike. Et il n'y a pas de Pilates Lagrille. Donc, tu vois, je t'ai sorti ça. Oui. Je t'ai sorti ça du tac au tac parce que je sais que sur cette région-là, il n'y a pas de Lagrille et du RPM. Tu dois avoir 2 salles qui en font. Et alors qu'il y a de la demande dans les salles de CrossFit. Je connais plein de gens qui me disent « Putain, moi, j'aimerais faire du RPM et tout ça. » Donc, ça dépend de la géographie. Et je pense qu'il faut bien connaître justement son secteur. Oui. Pour proposer pour savoir ce que tu proposes dedans. Et tu vois, c'est là où l'échange que j'ai eu avec le gérant des Keep Cool dont je te parlais, c'est que lui, selon la ville, il varie déjà. Ouais, ses cours déjà fonctionnent un peu différemment. Donc voilà, il a un club qui marche moins que les autres. Pourquoi, machin, c'est à cause de ça. Enfin, tu vois, alors que c'est les mêmes clubs à la base. Mais en fonction de la géographie, tu vas avoir forcément une tendance. Aujourd'hui, Dynamo va pas s'ouvrir à La Rochelle, tu vois. Oui. Voilà, ils sont à Paris, ils sont à Bordeaux. J'ai pris un exemple un peu extrême, mais tu vois où je veux venir, quoi. Ouais.
Oui, mais je pense que c'est aussi pas facile. Alors, il y a de ça, mais je pense que j'ai l'impression, j'en ai aucune idée, mais que c'est pas si facile aussi de faire accepter. Enfin, je pense que quand tu vas dans une box de CrossFit, l'habitude qui a été prise sur les 10-15 dernières années, c'est que tu vas chercher du CrossFit, maintenant un petit peu de l'Aerox. Certaines structures font des trucs un peu spécifiques. Tu parlais de Rupella, etc. Au fur et à mesure de leur chapitre, en fait, tu vois, ça fait 10 ans. Oui, parce que le Honor veut vendre ça. Mais si tu discutes vraiment avec les gens, oui. En fait, les gens veulent faire du sport. Ouais. Donc eux, ils sont attirés parce qu'il y a du CrossFit. Mais pas que. Parce que déjà, les CrossFit Aerox, tu peux avoir déjà des communautés qui sont différentes. Moi, quand je vois la diversité qu'il y a à Rupella, si tu prends vraiment en termes de pourcentage, ils ne sont pas si nombreux, ceux qui font la programmation et qui se mettent au fond de la salle. Pour moi, le public qui fait vivre ta salle, qui l'alimente, c'est celui qui est sur tes cours, c'est celui qui est sur tes classes. Et eux, c'est des gens... Enfin, je me suis entraînée pendant très longtemps sur les cours de 7 heures. Je me suis entraînée pendant très longtemps sur les cours de midi. Et parfois, le soir, c'est quand même des gens... c'est des monsieur et madame tout le monde qui veulent essayer plein de choses, qui sont très contents de venir au CrossFit, mais tu leur dis qu'il y a un nouveau truc qui sort dans le coin et tout. Ah ouais, on fait du bike. C'est des gens qui... voilà. Donc, je pense qu'il faut discuter avec les gens et avoir une bonne connaissance, évidemment, du secteur géographique. Mais pour moi, c'est évident parce que tu as fait un business plan avant. Donc, tu ne proposes pas n'importe quoi comme discipline. Tu proposes une discipline où tu as vu qu'il y avait un truc à faire et un marché à prendre. Et aussi, c'est Cotter Sports Club qui avait parlé de ça dans un podcast aussi, où, sur le fait de se renouveler, d'anticiper dès le début que tu vas devoir amener des nouvelles choses. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être des choses que les Honor peut oublier, mais clair. Quand tu arrives jour 1, ça fait 2 ans que tu t'entraînes et tu fais toujours la même chose, et que c'est toujours les mêmes cours, etc. Naturellement, tu vas te lasser, en fait. Oui. Tu vas peut-être aller chercher autre chose, ça fait 2 ans. Et c'est malheureux, mais c'est le cas. Et naturellement, tu vas te lasser, parce que tu peux pas... Enfin, sauf cas un peu exceptionnel, mais quand c'est pas ton métier, t'es pas athlète... Alors, il n'y a pas que... T'es pas obligé, parce que tu vas avoir vraiment les puristes du CrossFit. Tu as des salles de CrossFit qui fonctionnent, qui sont bien sûr, il y en a plein. Qui proposent que du CrossFit, et c'est OK. Mais je pense que peut-être quand qu'il faut tu te regarder lances, ce qu'ils c'est font plus en dur, interne, parce que peut-être qu'ils font beaucoup d'événements, tu vois, beaucoup de renouvellement, peut-être qu'il y a d'autres choses. Et je pense qu'il faut juste être toujours actif. C'est un métier où il faut être très ouvert, très tolérant et réactif. Et réagir tout de suite. Juste dernier point, parce que là on a déjà bien discuté. Le renouvellement du matériel. Comment ça marche? Comment tu l'anticipes un peu ça? Est-ce que quand tu ouvres ta salle, vraiment tu dois penser au renouvellement de ton matériel? Ou est-ce qu'en fait, parce que tout à l'heure tu as vite fait évoquer 10-15 ans, en vrai quand tu ouvres ta salle... Non, 10-15 ans c'était pour la performance. Ok. Je sais pas. Là aussi, il n'y a pas de règles. Ça dépend de... Tu vas avoir une salle qui va être située... près de la mer, avec beaucoup d'humidité, toutes les dalles vont gondoler et tu vas être amené à les changer plus rapidement. Et du coup, la fois suivante, tu mettras une épaisseur, même plus élevée. Donc, le matériel, non, évidemment, si à la base, tu choisis vraiment une épaisseur suffisante, avec des gammes assez élevées, que tu mets un petit billet, tu devrais pas avoir besoin de renouveler, sauf le matériel consommable. Tu vois, je dirais le matériel consommable, tu as les box. Les box, en fait, à force de sauter dessus et tout, c'est du bois, ça peut s'effriter. Les élastiques qui cassent. Et après, même les kettlebells et les haltères, en fait, elles vont visuellement s'abîmer. Mais en fait, tu pourras les utiliser indéfiniment, très longtemps. Donc, il n'y a pas de règle. Je pense qu'au bout d'un moment, le owner se dit, je veux du neuf et il renouvelle, ou je veux des plus jolis barres, ou je veux avec plus de roulement, ou je veux faire un truc haltéro, ou je veux upgrader mes disques. T'as beaucoup de disques consommables aussi, où t'as merde, comment ça s'appelle, tu sais, le cerclage au centre qui sort à force de dropper. Donc drop plus pas d'épaisseur, au bout d'un moment t'as le cerclage qui pète et ça fissure. Donc ça pareil, il va se dire ok, mes prochains disques que j'achète c'est ceux avec l'insert en acier au centre et faut que ça tienne plus longtemps. Voilà, faut que ça tienne et puis je me fais plaisir et voilà. Mais non, le Honor, les box de CrossFit, elles vont pas renouveler tant que ça. Elles vont renouveler après, au bout d'un moment, quand ça s'use ou que esthétiquement c'est pas joli. Maintenant, par contre, des salles de perf, c'est très différent. C'est que là, au bout d'un moment,
la préparation physique va évoluer. Les préparateurs physiques, nous on appelle ça les chaises musicales parce que ça tourne comme les joueurs. Ok. Et donc d'un préparateur physique à l'autre, il a une vision de la salle qui est très différente. Maintenant le club il dit je vais pas investir comme ça tous les 3 ans, donc non merci. Mais par contre ça peut être 10-15 ans parce que la préparation physique a trop évolué. Et il y a plusieurs préparateurs physiques qui sont arrivés. Et puis là, tu en as un qui est arrivé au bon moment en disant non, moi, je ne peux pas travailler dans ces conditions, ça fait partie de ma négo. Et du coup, il décide de renouveler la salle. Ouais. Ok. Donc, sur une structure, en fait, tu vas renouveler ton matos au fil de l'eau, mais tu le budgétises pas, quoi. C'est pas un truc où tu vas te dire ça va me coûter 50 000 balles. Impossible à budgétiser. Puis en plus, ils vont le faire au fur et à mesure. Oui. Ok. Tu vois, donc non, ouais, impossible. Ok. Trop bien. Et bien, écoute, merci beaucoup. Avec pour plaisir. toutes ces infos. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à retirer de tout ça. Non, bah écoute, merci. Avec plaisir. Et puis à la prochaine. Merci.